va pouvoir démarrer. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire, cette webconférence sur les territoires ruraux organisée par Famille Rurale pour présenter l'enquête que nous avons faite avec l'IFOP. Alors, je vais sans plus tarder laisser bientôt la parole à Dominique Marvier, donc président de Famille Rurale et membre du Conseil économique, social et environnemental. Avant de démarrer, juste quelques points techniques. C'est organisé en webconférence, donc un petit peu comme une table ronde. Donc, on aura une présentation de l'enquête avec Frédéric Dabi, et puis ensuite des interventions de Patrice Joly, de Valérie Joussaume pour éclairer le débat que nous allons avoir aujourd'hui, justement pour savoir en quoi les territoires ruraux peuvent être un acteur clé de la construction d'un nouveau modèle de développement et quel rôle ces territoires peuvent avoir à la lumière, évidemment, des enjeux de la crise que nous vivons actuellement. Et c'est ce que montrera l'enquête, puisqu'il y a une perception de la ruralité qui évolue. Et puis ensuite, Dominique Marvier, donc président de Famille Rurale, prendra la parole. Et enfin, Lucie Josse, qui est la conseillère du ministre de la Ruralité, Joël Giraud, qui devait être présent, mais qui malheureusement a un impératif. Donc, je suis heureux d'avoir une représentation du ministère. Techniquement, du coup, les intervenants qui sont ici connectés, vous pouvez donc activer, quand vous le souhaitez, votre son, et puis je vous invite aussi à activer votre caméra. Comme ça, vous pourrez être présent visuellement. Et si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez me le signaler. Oui, ça ne marchait pas de mon côté. Ça ne marchait pas, mais logiquement… Vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo. Voilà, moi je vais… Moi non plus. Très bien, on n'a pas les droits pour activer la caméra. D'accord. On va libérer vos vidéos. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer. Alors… Voilà, Grégory qui est connecté normalement va pouvoir libérer vos vidéos. Et on va pouvoir commencer. Dominique, vous pouvez peut-être démarrer dès à présent le mot d'introduction. D'accord. Oui, merci Jean-Baptiste. Est-ce que vous m'entendez tous, Jean-Baptiste? Oui, on m'entend? Oui, on vous entend bien, Dominique. Et puis, est-ce qu'on me voit aussi? Est-ce qu'on me voit? Ouais. C'est vraiment dommage. On va vous voir. Grégory est en train d'activer les caméras. D'accord. Bon, j'espère que ça va fonctionner. Et puis, excusez-nous d'ailleurs pour les petits problèmes techniques qu'on peut rencontrer. C'est jamais si facile de ne pas rencontrer de problèmes techniques quand il y a beaucoup de monde. En tout cas, bienvenue. Attendez, on m'a dit de démarrer ma vidéo. Voilà. Bienvenue en tout cas dans notre webinaire sur le thème des territoires ruraux acteurs clés d'un nouveau modèle de développement. Je remercie bien sûr vous toutes et tous les participants nombreux d'ailleurs à être inscrits. Je voudrais notamment remercier Monsieur Olivier Jacquin qui est sénateur. Il y a des résonances. Voilà. Olivier Jacquin, donc sénateur, qui a fait le plaisir de nous rejoindre. Je voudrais aussi saluer Andrés Sanabria de l'OCDE qui nous accompagnait dans notre projet et qui nous fait le plaisir de participer aussi avec nous. Et puis, je voudrais aussi remercier les différents partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler. Je pense à l'ANCT, je pense aussi à l'Association Nouvelle Ruralité, le Parlement rural, etc. Voilà, donc merci à vous tous de participer. Puis je voudrais remercier principalement nos invités qui vont intervenir tout à l'heure. Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas être trop long, mais Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, qui va nous présenter les résultats de notre enquête. Je voudrais aussi saluer Valérie Joussaume, maîtresse de conférence à l'Institut de géographie et d'aménagement de l'Université de Nantes, qui est membre de l'équipe aussi du CNRS sur espace et société, donc qui est une grande spécialiste, je dirais, de la ruralité. Puis de Patrice Joly, également sénateur de la Nièvre, président du Parlement rural, président également de l'association Nouvelle Ruralité. Et puis nos deux professionnels que je viens de citer auront un œil critique et puis un regard croisé donc, sur les éléments qu'on aura pu vous présenter avec le résultat de notre enquête. Voilà. Puis pour conclure, voilà, j'ai le regret, comme on avait prévu, de conclure notre séance avec le ministre Joël Giraud. Malheureusement, il n'a pas pu se libérer. Je vous prie de bien vouloir l'en excuser. Il n'a pas pu se libérer pour participer à nos travaux. Par contre, on a le plaisir d'accueillir Lucie Josse, donc conseillère au cabinet du ministre, et qui pourra, en conclusion, nous faire part
voilà, de la synthèse, de son analyse par rapport aux échanges que nous aurons pu avoir. Voilà, donc très rapidement, un propos introductif avant de donner la parole à M. Dabi sur l'étude qu'on a menée à Famille Rurale sur la perception et réalité de vie, donc le regard qu'ont les habitants des territoires ruraux et du grand public sur la vie dans les territoires. Alors pourquoi cette étude? Très rapidement, nous avions déjà mené une grande étude en 2018 sur le regard qu'avaient les ruraux et puis le grand public sur ces territoires, une étude qui avait été très bien relayée dans beaucoup de médias. Même d'ailleurs, on est allé la présenter à Séoul, dans un congrès de l'OCDE, où Jean-Baptiste l'avait présentée. On l'a également présentée à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui avait été très bien reprise et puis qui avait été très intéressante. Et puis là, sur cette enquête, j'avais retenu vraiment deux messages qui étaient particulièrement intéressants, parce que je n'ai pas le temps de développer plus, bon, bien évidemment. Le premier, c'était une grande aspiration de beaucoup d'habitants de notre pays à vivre dans les territoires ruraux. Il y avait un chiffre qui est important, c'est 81% des habitants voilà, aspiraient à vivre dans les territoires ruraux pour la qualité de vie, pour le retour à la nature, voilà, pour différentes raisons. Par contre, c'était le côté très paradoxal, et c'est le deuxième message qui était très important, c'est qu'en même temps, il y avait une vision qui était très négative de ces territoires ruraux, avec une vision de territoires en déclin, avec un véritable sentiment d'abandon de ces territoires ruraux, avec un sentiment aussi que les pouvoirs publics n'agissaient pas comme ils devaient sur ces territoires, avec bien sûr la problématique d'un accès aux soins difficile, un accès de mobilité, voilà, avec des services qui déclinaient, etc. Donc, voilà, c'était les deux messages importants qui étaient un peu côté paradoxal. Et puis d'ailleurs, Famille Rurale, où on avait fait remonter, qu'on avait alerté, donc on était en juin 2018, hein, la date est importante, vous le verrez après, on avait alerté les pouvoirs publics justement sur ce sentiment d'abandon. Et puis notamment, quand dans le projet de loi de finances 2019 qui a été présenté en septembre 2018, est apparue la taxe carbone, ça a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et puis qui a été très très mal vécue par les habitants des territoires ruraux, et puis certainement qui a été à la genèse du mouvement des Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes qu'on a connue à l'automne 2018. Voilà, donc 2 ans après notre enquête, c'est très long, je dirais, mais en même temps, c'est très court. C'est très court parce que 2 ans, c'est très court dans ce type d'enquête, mais en même temps, c'est très long parce qu'entre-temps, on a connu une crise, enfin, on connaît une crise sanitaire qui n'est pas terminée, hélas, une crise sanitaire d'une grande ampleur, qui aura certainement un impact très important sur notre pays pour la suite. Et puis, donc, ça nous a paru important, avec cette crise qu'on a connue, les différents confinements qu'on a connus, et bien, de refaire une nouvelle enquête pour justement voir l'évolution du regard, s'il avait changé, s'il a été modifié. Et puis, bien évidemment, donc ça, je vais laisser à Frédéric Dabi de dire les résultats de cette enquête, mais on voit bien pourtant le besoin de proximité, de beaucoup de nos concitoyens en ce moment, avec un besoin de consommer local, avec un retour aussi vers une qualité de vie, avec aussi des sujets comme la révolution technologique qui arrive devant nous, la transition écologique. On voit bien qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que certainement, il y a des potentiels de développement pour les territoires ruraux, pour l'avenir de ces territoires, puis certainement l'avenir de notre pays. Voilà, c'était le sujet de notre webinaire, et j'espère qu'avec les intervenants de qualité que nous avons ce soir, les invités, et puis bien sûr votre participation active à travers le chat, ou bien vos remarques et vos interrogations, nous pourrons alimenter donc le débat. Et puis pour finir, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est Madame Lucille Josse qui pourra terminer nos travaux. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, puis je redonne peut-être la parole à Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Dominique, pour cette introduction. Donc maintenant, on va passer effectivement à nos présentations. Donc, on va démarrer avec Frédéric Dabi qui va pouvoir nous présenter les résultats de cette enquête. Et je vous le dis ensuite, après les éclairages de Patrice Joly et de Valérie Jousseau. Durant la présentation, vous pouvez poser vos questions donc, dans le chat. Alors, je vous invite à un petit point technique d'attention. Adressez bien les messages. Vous voyez, parce qu'il y a 2 catégories. Il y a panélistes, donc ça, c'est les intervenants, et puis spectateurs. Donc, adressez bien vos messages dans le chat, dans la catégorie tous les panélistes et spectateurs. Comme ça, l'ensemble des personnes qui nous suivent pourront voir vos questions. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange à l'issue des 3 interventions. On essaiera de répondre avec nos intervenants. On essaiera de répondre à vos questions.
Voilà, donc maintenant, Frédéric Dabi va pouvoir faire son intervention. Donc, Frédéric, je te laisse eh bien, prendre la parole et puis nous présenter les résultats de l'enquête. Merci, cher Jean-Baptiste. Merci, Monsieur le Président, cher Dominique Marmier. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore la fonction partage d'écran. On me dit qu'elle est désactivée. Je veux bien qu'on me l'active, si possible. Voilà, sinon, de toute façon, on a la présentation. Donc Grégory, sinon, on va la projeter. OK, vous la projetez. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour vous présenter les principaux enseignements de cette deuxième vague du baromètre IFOP Famille Rurale. Dominique Marmier le disait, c'est un baromètre qu'on a initié en 2018 qui visait à disposer d'une radiographie des opinions, des attitudes, des comportements à l'égard de la ruralité, quelles sont les représentations, quels sont les territoires d'image, quelles sont les forces et les faiblesses associées à ces territoires, quelles attentes de la part des Français et des ruraux. Et bien entendu, Dominique l'a bien dit, l'intérêt majeur de cette vague 2, c'est qu'elle s'inscrit dans le temps. C'est l'idée, aujourd'hui, d'identifier les effets liés à cette crise du Covid, qui est malheureusement toujours in progress, si je puis dire, cet événement inouï, inédit, hors norme, qui impose sa cadence sur nos vies. Et l'idée de cette enquête, c'est aussi de voir quels impacts sur nos grands indicateurs et quelle articulation entre les tendances, les mutations comportementales qu'on a vues dans le cadre de cette crise et la ruralité. Alors, je ne sais pas si l'écran, ça y est, l'écran va arriver, c'est parfait. Donc, on va passer directement à la page méthodologique, note méthodologique, puisque qui dit sondage dit protocole méthodologique. Là, c'est extrêmement simple, il est complètement inchangé par rapport à ce que nous avions fait ensemble en 2018, en juin 2018, comme le disait Dominique, de manière à pouvoir comparer parfaitement dans le temps la même continuité méthodologique, suivre dans le temps des grands indicateurs. L'intérêt de cette étude, c'est qu'elle est double, vous le voyez, il y a un échantillon grand public de l'ensemble des Français, une mini-France constituée sur la méthode des quotas, et puis, dans une logique de regard croisé, un échantillon très, très conséquent, 1502 personnes qui représentent la population rurale âgée de 18 ans et plus. Les ruraux, dans nos enquêtes, comptent pour 23-24%. On a vraiment surreprésenté leur poids. Et l'idée, dans ce cadre-là, dans cette logique de regard croisé, c'est voir des points de convergence ou, au contraire, de décalage entre l'ensemble des Français, le grand public et ces personnes vivant dans le monde rural. La première partie, elle est absolument centrale. Dominique Marmier le disait tout à l'heure dans son introduction. On a vu en 2018 des a priori plutôt positifs des Français à l'égard du monde rural, mais très rapidement, l'idée que c'était des territoires en difficulté économique qui connaissaient le déclin. Et clairement, alors qu'il y avait une grande satisfaction du côté des ruraux, clairement, on va voir que l'image du monde rural s'embellit et s'homogénéise. C'est peut-être pour moi les résultats, le tableau, la diapositive la plus importante. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de rester un peu longtemps dessus, car on voit très bien que sur les traits d'image, les représentations associées au monde rural, on a d'une part des résultats extrêmement spectaculaires par rapport à 2018, et d'autre part, un cœur d'image très positif qui est marqué par un phénomène de rattrapage des jugements du grand public par rapport aux ruraux. D'abord, vous le voyez, un monde rural jugé agréable à vivre à 92%. Regardez les évolutions. C'est extrêmement rare qu'en à peine 2 ans et demi, on ait des évolutions si fortes. 20 points de plus par rapport à la première enquête. On a quasiment les mêmes résultats entre le grand public, colonne de gauche, et les ruraux, colonne de droite. On a également une idée de mouvement, de dynamisme qui est associé au monde rural. Et là aussi, vous le voyez, 71% pour attractif, plus 26 points. Je le répète, c'est des chiffres, ce sont des évolutions qui n'arrivent, j'ai envie de dire, quasiment jamais, qui connaît un renouveau, 29% de plus dans le grand public. On a vraiment cette homogénéisation. Ça progresse aussi dans le monde rural, plus 8 points sur l'attractivité, plus 12 points sur l'idée que ça connaît un renouveau. Mais voilà, c'est du côté du grand public que les perceptions ont très fortement bougé. Vous le voyez aussi sur l'idée de dynamisme, 66%, plus 16 points. Et Dominique le disait, il y avait un débat dans l'enquête précédente sur la modernité, sur le déclin de ces territoires. Là aussi, si on peut revenir en arrière, ça a bougé très positivement. 12 points de plus sur la modernité, 10 points de moins dans le grand public sur l'idée que ce sont des territoires en déclin. Clairement, il s'est passé quelque chose, même si la première représentation qui est, si je puis dire, associée au monde rural, c'est qu'il gagnerait à être mieux connu. Mais c'est vraiment un tableau qui symbolise le basculement
le bousculement, si je puis dire, que l'épisode Covid a produit sur les représentations, l'effet de la crise sanitaire qui a remis au centre les atouts qui étaient déjà décernés, mais à un niveau plus faible, au monde rural. Alors, je passerai plus vite, bien sûr, sur les autres diapositives, vu que je n'ai pas beaucoup de temps, mais aussi, autre dimension qui est déjà explorée en 2018, et on a un basculement pour la première fois auprès du grand public. Le mode de vie idéal, c'est d'abord vivre et travailler à la campagne, 4 points de plus par rapport à juin 2018, tandis que vivre à la campagne et travailler en ville, qui était la première perception en 2018, devient la deuxième perception dans le grand public. On voit très bien l'attachement des ruraux. Seuls 3% considèrent que le mode de vie idéal, c'est de ne pas vivre dans le monde rural, de vivre et travailler en ville. C'est extrêmement net. Alors, quand on s'intéresse aux principales motivations de l'installation des nouveaux habitants dans le monde rural, là, on a vraiment des leviers qui sont très proches entre l'ensemble des Français et des habitants du monde rural. C'est d'abord la dimension qualité de vie, nature, vous le voyez, hein, le souhait de vivre dans un environnement moins pollué. Malgré la crise économique, malgré la crise sanitaire, on voit dans toutes nos enquêtes que l'aspiration environnementale, écologique n'a absolument pas décliné. Elle reste centrale dans le discours des Français. On le voit dans ces motivations de l'installation qui devance, vous le voyez, le calme, le contact avec la nature. Alors quand même, effet de la crise, 25% citent le souhait d'avoir une alimentation plus saine et bénéficier des circuits courts. Effet également de la conjoncture récente où l'insécurité est devenue une des premières préoccupations des Français. Par rapport à l'enquête de 2018, la sécurité est devenue une motivation non négligeable, 5 points de plus pour l'installation du grand public dans le monde rural. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une convergence de vues entre l'ensemble des Français et les habitants du monde rural. Le télétravail, vous le voyez, qui est cité, mais à un niveau moindre, on en parlera un peu plus tard, qui, je dirais, annonce en filigrane les freins au télétravail. Alors, la deuxième partie, c'est le paradoxe que Dominique Marnier évoquait tout à l'heure. On a ce spectaculaire rétablissement de l'image, mais qui ne signifie absolument pas disparition des faiblesses, disparition des handicaps et des difficultés associées au monde rural, avec des attentes inchangées. Première question, qu'est-ce qui freine l'ensemble des Français et les ruraux à ce qu'on imagine que des gens viennent s'installer dans le monde rural? On a bien sûr un constat partagé entre les deux cibles et très très clairement, la dimension service public est absolument centrale. 64% pour le grand public, 63% chez les ruraux. Alors une baisse quand même de 6 points par rapport à 2018, hein, mais on voit très bien que cette crise sanitaire qui a révélé les dysfonctionnements de l'État central, ce juin 40 sanitaire qui a été évoqué il y a maintenant un an, est prégnant dans ses perceptions, avec l'idée que le principal frein, c'est ce manque de services publics auxquels les Français, ruraux comme grand public, sont tellement attachés. Effet de la crise, l'offre d'emploi insuffisante, la crise économique est un frein quasiment équivalent et il devance l'offre de transport insuffisante. Ce qui est intéressant de voir qu'un frein qui serait plutôt symbolique, qui serait lié à un imaginaire négatif du monde rural, n'a jamais été aussi bas. Il n'est que de 23% auprès du grand public et c'est même inférieur à ce que l'on constate du côté des ruraux. On voit vraiment quels sont ces freins. Et c'est d'autant plus vrai qu'on a un autre indicateur historique, diapositive suivante s'il vous plaît, oui, sur le niveau d'intervention des pouvoirs publics. C'est une question très simple, mais elle est centrale. Est-ce que dans la commune où on réside, on a l'impression de bénéficier beaucoup, un peu, pas vraiment, ou pas du tout de l'action et de la présence des services publics? On a une dichotomie très nette entre les deux cibles, vous le voyez, 3/4 des Français, 9 points de plus par rapport à 2017, une autre enquête IFOP, qui ont le sentiment de bénéficier de l'action de l'État. C'est lié aussi à cette période depuis un an assez inédite où l'État est intervenu dans tous les aspects de notre vie, y compris notre vie intime. 9 points de plus. Alors, on a une progression également dans le monde rural. On est passé de 43 à 48. Pour autant, on a oui, j'ai vu que c'est votre question, Monsieur Coquebert. Oui, le grand public, c'est l'ensemble des Français. Il y a également des ruraux qui sont à leur poids, alors que les ruraux, ce sont que les ruraux. Et là, on a un décalage fort entre un bénéfice fortement ressenti auprès de l'ensemble des Français et un habitant des communes rurales sur deux qui a le sentiment de ne pas bénéficier de l'action et de la présence des pouvoirs publics, notamment les habitants des villes, des villages de moins de 200 habitants. Il y a un effet de taille selon la taille de la commune en zone rurale.
Alors, un tableau qui va symboliser ce niveau d'intervention jugé insuffisant des pouvoirs publics, si on peut le passer. Est-ce que sur différents éléments, on a le sentiment que la situation en zone rurale a progressé, s'est améliorée? Est-ce qu'elle s'est dégradée? Vous le voyez, on a une amélioration perçue assez nette sur tout ce qui concerne l'accès Internet, la téléphonie, la qualité des télécommunications. On a également l'aide à domicile pour les personnes âgées, qui sont même reconnues par les personnes âgées elles-mêmes. Cette question est posée bien sûr qu'aux ruraux. Par contre, vous le voyez, plus que jamais, on a le sentiment d'une détérioration pour ce qui relève de domaines essentiels touchant les services publics. L'accès aux services publics, 61% de dégradation, l'accès aux services de santé, la présence de commerces de proximité qui, dans l'imaginaire du monde rural et des Français, sont perçus comme des services publics, comme ils sont des services au public. Il y a une sorte d'assimilation qu'on voit dans nos enquêtes qualitatives. On a ce tableau qui reste sombre, qui ne s'est pas amélioré. On a par exemple 4 points de moins sur les transports en commun, 4 points de moins sur l'accès aux services de santé, dans un contexte où la santé est un enjeu central. Et on a cette dégradation sur 3 grands domaines, je vous le disais, l'accès aux services publics, le maintien des jeunes en zone rurale et bien sûr l'emploi. Là aussi, on a une sorte de contrepoint entre cette image désormais très positive des territoires ruraux et le jugement par les ruraux eux-mêmes qu'ils ne bénéficient pas assez des services publics, que l'État est parfois pas assez présent, voire absent. Et là, de ce point de vue-là, les perceptions mesurées en 2018 se sont dégradées, notamment sur la dimension service public. Pour conclure cette partie, quand on interroge l'ensemble des Français et les ruraux sur les actions prioritaires pour préparer l'avenir du monde rural, si on peut passer à la diapositive. Merci infiniment. On retrouve, non, c'est la, vous êtes allé un peu vite, non, c'est la précédente. Hop, voilà. Non, c'est pas ça. Ça, vous êtes allé un peu trop loin. Ça me permet de respirer un peu. Voilà. Quand on voit les actions prioritaires perçues, on retrouve la dimension de service public. Dans le contexte sanitaire que l'on connaît, la question de la désertification médicale est devenue encore plus prégnante. C'est la première action attendue pour préparer l'avenir du monde rural, avec 5 points de plus même chez les ruraux par rapport à l'enquête de 2018. Également, la présence d'écoles, de collèges et de lycées, 10 points de plus dans le monde rural, et la présence de services publics et sociaux. On voit très bien comment cette dimension service public imprègne les attentes pour préparer l'avenir du monde rural. Alors, il y a bien sûr la question de la mobilité avec les liaisons routières, de chemin de fer ou aériennes. Il y a également l'aide au commerce et à l'artisanat. C'est intéressant de voir que le développement du télétravail est jugé moins primordial par les ruraux, sans doute parce que cette attente est mieux prise en charge. Et on voit très bien ce qui est au cœur de ce malaise rural, c'est la question de la présence, du maintien des services publics et de l'État. Alors, comme le temps, je pense, m'est compté, je vais passer plus vite sur les 2 dernières parties. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En quoi la crise sanitaire a consolidé ou pas le lien entre les Français et leur territoire? Vous vous en souvenez, il y a 1 an, quand on était dans cette période absolument inédite du premier confinement, on avait l'idée que tout allait changer, que rien ne serait plus comme avant. Et on sait que souvent que l'inertie est plus forte que la rupture. Pour autant, c'est intéressant de voir. Donc, l'enquête a été faite en fin d'année, donc on était à la fin du 2e, je n'ose pas dire second, du 2e confinement. On voit qu'il y a des choses qui ont bougé du côté du grand public. 1 tiers souhaitent changer de travail, 1/4 de lieu de vie. L'idée de s'engager davantage est partagée également par le grand public et par les ruraux. Ce qui est intéressant et ce qui est le reflet de l'attachement des ruraux à leur environnement, seuls 14%, donc un peu plus d'1 personne sur 10, souhaitent changer de lieu de vie. Et ce qui s'est sur la manière de consommer, ce qui est intéressant de noter, c'est que le Covid n'a rien créé, mais il n'a fait qu'accélérer les tendances en cours. C'était une sorte de catalyseur. On voit très bien que la crise sanitaire a conduit à modifier durablement sa façon de consommer. Et chez les ruraux, comme auprès du grand public, sur le Made in France, sur le fait de privilégier les commerces de proximité qui devancent dans les 2 cibles l'utilisation
de l'e-commerce. Et d'ailleurs, c'est une question fondamentale parce que c'est une sorte de question annexe ou connexe ou proche des services publics pour le grand public comme pour les ruraux. Les maintiens des commerces de proximité en centre-ville ou pour les ruraux à proximité de leur habitation est absolument central. Je vous laisse regarder les chiffres. On a des chiffres absolument plébiscitaires. On attend qu'ils soient soutenus par les pouvoirs publics et on n'a qu'une minorité du grand public comme des ruraux qui voient ce mode de consommation à travers les commerces de proximité qui répond à un mode de consommation passé. Alors, pour finir cette présentation, est-ce que je suis encore dans les temps? Je pense que oui. La question du télétravail qui est absolument centrale si on veut s'inscrire dans un projet d'installation dans le monde rural. Alors, il y a d'abord un décalage. On voit que l'expérience du télétravail a beaucoup plus concerné l'ensemble du grand public, c'est-à-dire les actifs français que les personnes vivant en milieu rural. On a eu un décalage de 12 points. Alors, bien sûr, il y a sans doute moins d'activités qui sont éligibles ou concernées par le télétravail dans le monde rural qu'auprès de l'ensemble des Français. C'est ce qui peut expliquer ce décalage, mais qui n'est pas, si je puis dire, négligeable. Alors, la volonté de passer davantage de temps en télétravail est également, en revanche, majoritaire dans les deux cibles. Pas de décalage particulier. C'est une tendance de fond qui également préexistait à la crise du coronavirus, mais que celle-ci a amplifié, même si on n'a pas assez de temps pour en parler. On voit bien dans cette étude des avantages très forts décernés au télétravail, mais également des inconvénients notamment liés à un tout télétravail qui s'apparente à une sorte de poison délicieux, dans le sens où on perd peut-être des repères, on voit les sphères professionnelles et personnelles s'imbriquer, et il y a bien sûr des questions organisationnelles. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Deux derniers éléments avant de peut-être laisser le débat se poursuivre. On était intéressé avec Famille Rurale sur les espaces de coworking qui s'installent et qui pourraient s'installer plus en milieu rural. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forte légitimité. C'est jugé comme une bonne chose, c'est jugé utile. Alors, bien sûr, ça intéresse moins de personnes que c'est jugé positivement, mais 36% du grand public et 29% des ruraux, dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup de monde qui pourrait être tenté par cette forme de travail, dans des espaces de travail partagés. Mais il y a une condition sine qua non, et j'en aurais fini par cette diapositive, sur le rapport au numérique pendant le confinement. La question pour le grand public, comme pour les ruraux, n'est pas d'être à l'aise de maîtriser le numérique, mais la question du réseau, de la connexion Internet. Et c'est intéressant de voir que, bien sûr, c'est minoritaire, mais dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. La qualité du réseau est jugée insuffisante par un habitant des communes rurales sur 4. La qualité de sa connexion est jugée insuffisante ou de mauvaise qualité par 3 ruraux sur 10. Là aussi, il y a du travail à faire pour pouvoir, si je puis dire, concrétiser ces projets d'installation dans le monde rural. Donc, j'en ai fini en taillant un petit peu à la serpe sur cette grande étude, et je pense qu'on pourra faire une restitution un peu plus forte prochainement. En tout cas, tout sera mis à votre disposition. En tout cas, on voit très bien, et c'est notamment cette première question, comme la crise a complètement bousculé les représentations qui étaient déjà positives dans le monde rural, mais elles sont devenues quasiment plébiscitaires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. Alors, c'est vrai, évidemment, que dans l'étude, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais l'étude, je le dis, est disponible sur notre site Internet. Vous pouvez la retrouver également sur les réseaux sociaux, donc dans sa totalité. Il y a une synthèse, et puis il y a tous les chiffres et un diaporama complet de l'étude que Frédéric Dabi vient de présenter de manière succincte. Alors maintenant, je vais laisser la parole à nos deux intervenants suivants qui vont apporter un éclairage, un regard croisé. Et donc, l'objectif, c'est de s'interroger justement pour savoir si la ruralité a un rôle central à jouer dans l'évolution de la société, notamment dans l'après-crise. Et pour cela, on a donc invité Patrice Joly et Valérie Joussaume. On va commencer avec Valérie Joussaume. Valérie Joussaume, qui est enseignante et chercheuse à l'Institut de géographie et d'aménagement de l'Université de Nantes, au sein de l'équipe du CNRS Espace et Société. Et Valérie Joussaume vient de publier très récemment un livre que je vous montre ici, dont le titre est très évocateur, Ploug Pride, voilà. Et donc, elle va pouvoir nous en parler, surtout peut-être avec un recul, puisque
puisque c'est un petit peu l'objet du livre aussi, hein, de déconstruire un petit peu tout ce qui pourrait être aussi vu comme des effets de mode ou quelque chose de ce type-là. Donc, pour voir quel est véritablement l'état aujourd'hui des choses dans les zones rurales et pour voir comment est-ce qu'on peut se projeter. Donc, Madame Joussaume, je vous laisse la parole. Très bien, je vous remercie. Effectivement, l'enquête, elle est très intéressante parce que, en fait, elle confirme, elle conforte, elle montre l'accélération d'un processus que, on va dire, on observe déjà depuis un certain temps, on va dire, au sein des sciences humaines et sociales. Alors, je vais essayer de développer quelques idées qui peuvent être sympas de partager. La première idée, c'est qu'effectivement, nous sommes en train de vivre un renversement des imaginaires. On peut dire que notre imaginaire collectif au XXe siècle, c'était la ville, hein, qui allait incarner ce qu'on nommait à l'époque une vie heureuse, une vie réussie. Je vais revenir dessus. Et on a un renversement des imaginaires. Aujourd'hui, il semblerait que finalement, une vie heureuse soit une vie plus douce et que ce soit les campagnes, des formes de paradis verts qui incarnent cet idéal, ce nouvel idéal de vie. Donc, il y a un renversement des imaginaires et ce renversement des imaginaires, plus globalement, il exprime en fait une mutation de notre société. Nous sommes en train de sortir de l'ère de la modernité, de la culture moderne qui est la nôtre, et nous allons vers une nouvelle culture. Et cette mutation, elle est liée à une grande révolution, qui est donc la révolution numérique, qui transforme notre relation à l'espace et au temps, et qui fait basculer notre société dans quelque chose d'autre. Pour le dire simplement, il y a d'abord eu l'ère paysanne. On pourrait dire c'est le temps de la localité, des communautés familiales et villageoises, et le temps de la réciprocité comme échange social, c'est le temps de la campagne. Et puis avec la révolution industrielle, on a basculé dans l'ère de la modernité, notre culture, on pourrait dire en quelques mots, la mobilité motorisée, l'individualité et la marchandisation des rapports sociaux. C'est aussi le temps de la ville, de la grande ville motorisée, de la ville périphérique et du périurbain, etc. Et donc, cet imaginaire-là, cet imaginaire de la modernité, on est en train d'en sortir. C'est-à-dire que cette ville moderne nous fait moins rêver, cette vie moderne nous fait moins rêver. Donc ça, c'est la première idée, le renversement des imaginaires, la sortie de notre culture pour aller vers quelque chose de nouveau. La deuxième idée qui a développé, c'est que pour aller vers cette nouvelle culture, vers ce monde différent de ce qu'on a connu, eh bien, nous allons vers quelque chose qui est inconnu. Nous sommes en transition, nous connaissons le point de départ, mais nous ne connaissons pas le point d'arrivée. Alors, on n'a pas vécu ça depuis longtemps, hein, parce que dans l'ère de la modernité, on est dans un récit où finalement demain sera mieux en plus. C'est-à-dire que le progrès technique, le progrès matériel allait de pair avec un progrès social, c'est-à-dire avoir plus pour être mieux. Et donc, notre récit collectif, c'était le récit du développement. Ce récit, il est arrivé à son terme. Et donc, on n'est pas très sûr qu'on ait besoin d'avoir plus pour être mieux. Donc, on va vers quelque chose qui est inconnu. Et pour aller vers quelque chose, pour un point B qui est inconnu, quand on ne sait pas vers où on va, sur quoi on peut s'appuyer, eh bien, on va s'appuyer sur ce qu'on a. On va s'appuyer sur nos ressources. Et nos ressources, c'est d'une certaine façon notre passé. Et la deuxième idée que je voudrais développer avec vous, c'est que ces renversements des imaginaires, il va de pair avec la résurgence des mémoires. C'est-à-dire qu'au fond, il en est des territoires et des sociétés comme il en est des individus. Il y a une espèce de travail de psychothérapie générale. On a une réussite matérielle, mais on a besoin de savoir qui on est et ce qu'on veut pour se diriger vers ce futur inconnu. Et donc, en fait, on a des résurgences des mémoires. Et là, les mémoires des cultures paysannes sont l'une des résurgences des mémoires qu'on observe aujourd'hui, mais on a dans d'autres régions du monde des résurgences des mémoires des chasseurs-cueilleurs en Australie, en Amérique du Nord, pour nous aider à penser de façon beaucoup plus large le monde
et ce qu'on pourrait faire. Donc, dans ces résurgences, on a cette envie d'un droit au village, parce que le village, c'est quelque chose de connu. Alors, l'enquête qui a été faite, elle est super intéressante, mais elle garde encore quelques traits de la modernité. En particulier, la modernité, c'est le temps du matériel. Je vous ai dit, notre culture, depuis un siècle, c'est la culture matérielle, avoir plus. Donc, l'enquête, elle est encore empreinte des indicateurs de la modernité, c'est-à-dire que, vous avez entendu l'enquête, c'est beaucoup sur de l'équipement. Donc, l'équipement de service public, l'équipement médical, les commerces, les services. Je pense, si j'avais une petite remarque à faire sur cette approche, c'est qu'il me semble que le monde où on va, il y a une quête de l'être, donc quelque chose de plus immatériel. On est dans une révolution numérique, on va vers de l'immatériel, mais y compris dans nos besoins, il y a quelque chose de plus immatériel. Et je pense que dans le retour à la campagne, vous savez, la question c'est qu'est-ce que cherchent les gens dans ce retour à la campagne? Est-ce que c'est une vie moderne, mais dans la nature, dans quel cas on va chercher l'équipement? Est-ce que c'est, comme le disait Jean Viard, être comme en vacances partout et tout le temps, l'imaginaire du tourisme? Dans ce cas-là, on va travailler sur le cadre de vie. Ou alors est-ce que c'est autre chose? Et si oui, c'est quoi? Et je pense que cette autre chose, c'est un désir d'être, un désir de sortir de cette société, de la marchandisation de tous les rapports sociaux, de la destruction de nos environnements de vie, etc. Et donc, il y a des besoins immatériels que moi j'appelle protéger les corps. Le Covid nous a rappelé que nous sommes dans une société où la survie est questionnée. On croyait que nos besoins de survie étaient rassasiés par la quantité. On découvre aujourd'hui que nos besoins de survie sont menacés en qualité. Repousser la maladie, mais repousser aussi, est-ce que les environnements de vie, l'eau que je bois, la nourriture que je mange, l'air que je respire, les environnements électromagnétiques sont sains, et puis aussi toute la précarité sociale. Il y a une partie des gens qui vont fuir la précarité sociale en cherchant l'autonomie des sociétés paysannes anciennes. Donc, il y a protéger les corps, permettre au cerveau de se reposer, parce que la société frénétique qui est la nôtre génère un malaise psychologique et mental. La question de la convivialité, permettre au cœur de se relier, comment on peut refaire du commun entre les personnes. Donc, un retour à une forme de vivre ensemble, voilà, à une échelle modeste. Et puis enfin, permettre aux esprits de s'élever. Je pense que la société dans laquelle nous sommes, la société moderne, elle est égarée dans une forme de nihilisme où il y a des gens qui cherchent du sens à leur vie à travers un environnement, une façon de vivre, un habitat, etc. Donc, je suis d'accord, la révolution numérique, elle est nécessaire dans les espaces ruraux, l'équipement numérique est nécessaire dans les espaces ruraux. Je dis seulement qu'il me semble que l'équipement n'est pas la seule dimension à questionner pour l'avenir des campagnes. Et enfin, puisqu'il me reste 2 minutes, je finirai sur une dernière idée. Je crois que les campagnes doivent comprendre qu'elles sont en train d'aborder un 3e âge. Alors, ce n'est pas le 3e âge au sens de l'âge de la retraite, mais il y a une 3e ère qui s'ouvre pour les campagnes. On a connu, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les campagnes paysannes, de culture paysanne, les campagnes paysannes. Ces campagnes paysannes, elles ont disparu pour rentrer dans une nouvelle ère. Elles se sont effondrées, les campagnes paysannes. Elles se sont recomposées dans l'ère de la modernité. Et là, on a connu l'ère des campagnes modernes. D'abord, on a voulu de la modernité productive. Donc, on a industrialisé l'agriculture, on a développé l'industrie de main-d'œuvre en espace rural. Donc ça, c'est la modernité productive des 30 glorieuses. Ensuite, il y a eu la modernité résidentielle, c'est-à-dire que c'est l'époque, on va dire, des campagnes périurbaines. D'accord? Donc, les campagnes industrielles et campagnes périurbaines, ça, c'était ce qu'on connaît des campagnes dans l'ère de la modernité. Aujourd'hui, sont en train d'émerger une nouvelle phase de l'histoire de la ruralité, mais qui a une nouvelle organisation, de nouveaux désirs, et donc il va falloir inventer de nouvelles politiques. Et moi, j'appelle ça les ruralités bohèmes, parce que le mot bohème, depuis les années 60, c'est le terme qui est utilisé pour dénoncer la modernité. Donc, c'est le mouvement hippie des années 60, et c'est le mouvement des retours à la campagne des années 90, c'est le mouvement du retour à la terre qu'on peut voir aujourd'hui. Globalement, on a un mouvement bohème qui s'opère dans les campagnes, et on va vers des ruralités bohèmes.
Les acteurs du changement, ce ne sont pas les bobos, ce ne sont pas les bourgeois bohèmes. Dans les campagnes, les acteurs du changement, ce sont les bohèmes prolétaires que j'appelle les beaux pros. Hein. Ce sont des gens de classe moyenne et populaire qui sont éduqués, mais qui sont un peu les perdants de l'hypermodernité, où il n'y a plus d'ascension sociale pour eux. Emmanuel Todd en a parlé. Et ce sont ces populations-là qui vont réarmer les campagnes pour inventer la ruralité de demain. Donc voilà un petit peu mon approche. Vous voyez, elle est un petit peu, il y a du recul. J'espère qu'il n'y en a pas trop, que je ne vous ai pas perdu en route. Mais voilà, en une dizaine de minutes, ce que m'inspire cette analyse très intéressante et cette accélération vraiment incroyable du retour de la campagne pour envisager, pour réenvisager une nouvelle culture pour demain. Je pense qu'il y a un avenir, on nous promet un avenir dans des mégalopoles, avec des humains cyborgs qui vont avoir des implants numériques sur eux, avec une nourriture artificielle. Il y a ce récit-là, mais il fait rêver personne. Et donc l'autre récit, le récit de la transition, le récit altermoderne, il donne la place belle au territoire et je pense qu'à l'avenir, on va vivre de façon beaucoup plus dispersée qu'aujourd'hui, dans des campagnes, mais non pas des campagnes agricoles paysannes du passé, mais des campagnes résidentielles et productives réinventées. Merci beaucoup, Valérie Jousseau. Donc voilà, je remonte pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous invite vraiment à le lire. Le Plough Pride, voilà, c'est vraiment un ouvrage qui donne cette vision distanciée et en plus qui est tout à fait récent. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Vous avez n'oubliez pas de ceux qui le souhaitent évidemment de poser vos questions sur le chat, les poser directement, puis on les reprendra. Donc, ça permettra à Valérie Jousseau, à Patrice Joly, à Dominique Marmier, à Frédéric Dabi aussi d'essayer d'apporter des réponses. Et donc, maintenant, sans plus tarder, je vais donner la parole donc, à Patrice Joly, qui est un combattant des ruralités depuis de nombreuses années, puisqu'il était à l'origine d'un rapport qui s'appelait Ruralité le Grand Paris, qui avait été fait par des présidents de conseils départementaux généraux à l'époque. Et puis, il y a eu la création de l'association Nouvelle Ruralité, et maintenant le Parlement rural français, qui regroupe un peu tous les acteurs de la ruralité. Et donc, Patrice, je te laisse donner ton éclairage. Merci Jean-Baptiste. Bonsoir à toutes et à toutes. Merci à Famille Rurale d'avoir organisé ce temps d'échange. Bravo pour l'intervention, la présentation de l'enquête par Frédéric Dabi. Et puis, merci pour cette contrepoint présenté par Valérie Jousseau. Mais alors, j'avais bien vu que son livre était sorti, ça m'avait échappé, mais j'allais dire, je vais, sitôt terminer cette vidéoconférence, je vais me jeter dans une librairie pour aller l'acheter, mais ça va être fermé. Bon, mais ça attendra demain, mais véritablement, merci de nous ouvrir des perspectives. Et je me suis dit, on a eu quand même chaud, parce qu'il s'en est fallu de peu qu'on parle de ruralité moderne, et on aurait fait clairement un contresens en parlant de nouvelle ruralité. Ça nous laisse les perspectives ouvertes. En tout cas, cette étude, plutôt cette enquête qui intervient 2 ans après la précédente, ça a été évoqué, qui déjà exprimait un certain nombre de ressentis sur nos territoires et exprimait les attentes des populations, qu'elles soient rurales ou qu'elles soient urbaines, vis-à-vis de la campagne. On sentait déjà à l'époque qu'il y avait une certaine mutation dans les représentations de la ruralité. Je crois que 2 ans après, et compte tenu des événements qu'on a vécus, cette représentation a clairement été bouleversée dans un sens qui avait déjà commencé. Mutation de la représentation et de l'image des territoires ruraux. C'est le premier enjeu, en fait, que l'on essayait de porter, ceux qui, autour des nouvelles ruralités, de cette fédération d'associations aujourd'hui organisées au sein du Parlement rural, avec parmi les premiers fondateurs, donc Famille Rurale et Dominique, on avait compris que la question de la représentation des ruralités, pour montrer en quoi elles étaient contemporaines à leur temps et qu'elles étaient en résonance avec les problématiques sociétales auxquelles nous sommes confrontés, était un sujet. Tout passe d'abord par effectivement
l'intellectuel, la culture, l'idéal, la poésie même d'une certaine manière. Et la formule que j'ai toujours, c'est de dire si on n'avait pas rêvé l'avion, on n'aurait jamais construit si on n'avait pas rêvé l'envol, on n'aurait jamais construit l'avion, est un peu celle-ci. C'est-à-dire nous avons voulu rêver la ruralité, mais en rapport avec les enjeux et notamment la densification, la concentration, la massification qui est le mode d'organisation de nos sociétés, en disant tout ça ne nous mène pas, en tout cas, n'apporte pas les meilleures réponses aux besoins de la société composée de cette multitude d'individus. Donc, on s'aperçoit, et c'est assez intéressant à travers cette étude, qu'il y a une convergence renforcée des représentations des ruralités, alors que pour certains, la ruralité, vous l'avez, et Valérie Jousseaume l'a évoqué, était en fait un monde un peu du passé, n'était pas contemporain à son temps, et ceux qui continuent à y vivre étaient parfois perçus comme des assignés en quelque sorte à résidence. Or, on s'aperçoit avec notamment le confinement qu'on a besoin d'espace, que les enjeux de l'alimentation sont majeurs, que la qualité de vie, qui renvoie à la question du foncier bâti et non bâti d'ailleurs, voir que la sous-densité aujourd'hui participe à la qualité de vie, est protectrice d'une certaine manière, encore que les derniers résultats là, des taux d'incidence en témoignent pas tant que ça. Il faudra qu'on comprenne un peu d'où ça vient, qu'on ait des territoires ruraux qui soient aujourd'hui confinés. En tout cas, cette ruralité est une réalité qui apporte la qualité de vie, la protection, la qualité de l'alimentation qu'on attend. Et pour autant, aujourd'hui, on peut, avec cette appétence pour la ruralité, d'ailleurs on le voit à travers à la fois l'enquête, mais aussi à ce qu'on a vécu au cours de ces derniers mois avec cette transhumance qu'on a connue, plus de, je crois que c'était 1 500 000 franciliens qui sont partis de l'Île-de-France au premier confinement, avec également le phénomène qu'on a vécu en matière de recherche de l'immobilier au cours de ces derniers mois, ne pourra véritablement aboutir que si on arrive à offrir un certain nombre de services, d'équipements minimum, et ça a été évoqué, dans des domaines qui se relèvent à la fois de la technique, c'est les problématiques éventuellement de mobilité, ceux du numérique, etc., mais aussi, et moi je le place moins dans le matériel que dans la qualité, que dans l'immatériel, tout ce qui concerne les services à la personne, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse des services sociaux. On s'aperçoit qu'il y a besoin sur nos territoires, si on veut maintenir et attirer de la population, on a besoin de services pour les personnes âgées, de services là, qui ont été plutôt développés, de services à l'enfance, et là qui reste encore beaucoup à développer. C'est un enjeu important de redensification un peu, mais pas de concentration ni de massification, mais de redensification, parce que c'est ce qui permet de maintenir un certain nombre d'éléments utiles participant à la qualité de vie. Et pour autant, parallèlement à ça, il va falloir que l'on soit attentif à d'une forme de confrontation à la fois des imaginaires, des perspectives qu'on se donne en commun et de ce qu'on attend de la vie sur nos territoires ruraux. Et d'ailleurs, ça a conduit, ça a été l'histoire du Coq Maurice, un peu emblématique, et ce qui a été encore plus emblématique, c'est le vote en début d'année de cette loi sur le patrimoine rural sensoriel. On s'aperçoit que l'on a une forme, un risque de confrontation culturelle, voire pourquoi pas d'une forme d'éviction culturelle, c'est-à-dire de domination sociale, de catégories qui arrivent, et même si elles n'appartiennent pas à des catégories nécessairement supérieures, viennent avec un bagage intellectuel, un bagage de formation parfois supérieur à ce qu'on retrouve sur nos territoires, et parfois même des moyens financiers légèrement supérieurs, avec des effets donc d'éviction à la fois du marché immobilier, mais d'éviction également sur le plan culturel, parce qu'on vient avec une approche, en tout cas, qu'il faut qu'on questionne collectivement du rapport à la vie, de ce que c'est que le bien-être animal, de problématiques relatives au type d'agriculture qu'il faut développer sur nos territoires, avec des schémas nécessairement qui ne sont pas de pensée, qui ne sont pas les mêmes, avec et des symboles qui disent des choses, même si tout ça est un peu négatif, mais la notion, par exemple,
d'arbres morts s'agissant du sapin de Noël. Et je ne veux pas, en disant ça, dévaloriser les problématiques environnementales qui sont importantes et devant nous, mais la manière parfois d'exprimer les choses témoigne peut-être d'une forme de confrontation, en tout cas de cheminement qu'il peut y avoir à faire pour qu'on travaille à la cohésion sociale de nos territoires et qui passe par effectivement un rapprochement, en tout cas un questionnement, une reconnaissance des perceptions différentes. Et lorsqu'on est représentant de territoires ruraux, comme je suis, on a cette attention, comment on accueille le mieux possible et comment on fait pour qu'on ne se retrouve pas, comme sur d'autres territoires, sur des dominations sociales qui sont en tout cas pas contraires au combat que je peux mener. Pour ne pas être trop long et en rester là, je voudrais simplement peut-être appeler à cette vigilance collective, à cet sujet des enjeux culturels sur nos territoires pour que l'on puisse vivre en essayant de cultiver à la fois son existence, voire son essence et celle des autres de la même manière, qu'ils soient autochtones ou qu'ils soient néo-ruraux. Je n'irai pas plus loin. Effectivement, nos combats sur les nouvelles ruralités concernent les services publics, un certain nombre d'équipements qui apparaissent pour autant nécessaires si on veut que l'on ait une égalité dans la manière de concevoir sa vie, de se projeter et donc d'une certaine manière de s'émanciper. Voilà, merci. Merci beaucoup, Patrice Joly, donc sénateur de la Nièvre. Donc voilà, maintenant qu'on a eu nos deux éclairages et la présentation de l'enquête, on va avoir un petit temps d'échange. Donc pour les intervenants, si vous souhaitez répondre, alors il y a des questions parfois qui peuvent vous être adressées directement, mais si vous souhaitez répondre, vous allumez votre micro, vous prenez la parole. Il y a eu pas mal de questions sur le rapport. Je pense qu'on pourrait commencer par là. On parlait tout à l'heure des gilets jaunes. On a eu aussi des questions sur la mondialisation. Donc justement, est-ce que ces campagnes nouvelles que certains appellent de leur vœu, quelle est aujourd'hui dans la mondialisation et aussi avec les problématiques qui ont pu apparaître, on évoquait tout à l'heure avec les gilets jaunes, eh bien, quel est le rapport? Est-ce que la mondialisation actuelle nous permet d'avoir ce renouveau du monde rural ou pas? Donc voilà, analyser ce rapport, je pense que si quelqu'un veut répondre, peut-être Patrice Joly ou Valérie Jousseau, ou qui Moi, souhaite, je commence. allez-y. Alors, comment moi je vois la question des gilets jaunes? Alors, moi je la vois avec un angle, je pense qu'après c'est quelque chose qui peut être vu avec plusieurs angles. Pour moi, la question du gilet jaune, c'est la question, l'ère de la modernité, notre culture, elle avance en faisant du passé table rase. D'accord? Donc, nous sommes une société orientée exclusivement vers le futur, qui est donc dans des formes de refoulement du passé, c'est-à-dire des formes d'amnésie, et les récits de la modernité, il avance comme ça. Donc dans une première phase, le récit de la modernité, parce que vous savez, quand il y a un nouveau monde qui est en émergence, le nouveau monde, il se construit, il est inconnu. Donc il se construit toujours par opposition, par dualité au monde qui est connu. Donc dans la première phase de la modernité, elle s'est construite en s'opposant à l'ère paysanne. Et donc, ce récit de la modernité qui s'oppose à l'ère paysanne, donc il va s'attribuer tous les affects positifs, liberté, organisation, loisirs, consommation, et il va rejeter tout ce qui l'opposait, on va dire, sur la campagne. Et c'est l'émergence du plouc, c'est l'émergence d'une caricature médiatique, qui est la caricature médiatique qu'on appelle le plouc ou le cutéreux, enfin bon, ok. Ensuite, à partir des années 80, quand on rentre dans la modernité désindustrialisée, c'est-à-dire la modernité tertiaire, eh bien, ce nouveau récit de l'hypermodernité tertiaire et métropolitaine va se fonder en s'opposant à la période antérieure, à savoir la modernité industrielle. Et donc, elle va dévaloriser toutes les classes techniques, toutes les classes industrielles et leur territoire, c'est-à-dire tout le rural modernisé, tout le périurbain.
Et la caricature médiatique qui émerge à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le petit blanc à l'époque. Le white trash américain, c'est dans tout l'Occident. Donc le petit blanc, on parlait du petit blanc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. Et ce petit blanc, en fait, le chave anglais, enfin, il y a, dans tous les pays, il y a cette caricature des classes moyennes de la modernité industrielle. Eh bien, c'est la caricature du gilet jaune. Donc, on a caricaturé l'ère paysanne et les territoires ruraux paysans et on a créé la caricature du plouc. On refoule les modernités industrielles et on caricature les classes techniques industrielles et les territoires de la modernisation industrielle, à savoir le périurbain et les campagnes, sous cette étiquette médiatique du gilet jaune. Donc pour moi, ce sont des refoulements du passé. Et c'est ça qui va donner ce que Guy Lui a appelé la France périphérique. C'est-à-dire que le refoulement crée une éclipse du territoire. On ne peut plus nommer ces territoires, on ne sait plus en parler. Il n'y a que Christophe Guy Lui, parce qu'on est dans une logique du tout urbain, il n'y a que Christophe Guy Lui qui a osé donner un nom à ce qu'on ne nomme plus, à savoir la France périphérique. Et pour moi, faire transition, c'est arrêter avec ça. C'est-à-dire arrêter le refoulement du passé, arrêter de faire du passé table rase, mais c'est réincorporer nos mémoires pour les utiliser solidement comme ressources pour inventer un nouveau monde qui ne sera pas fondé sur la dualité. Et moi, je dis qu'une Plouc Pride, elle est nécessaire, comme elle est nécessaire une Pride des mouvements des chasseurs-cueilleurs en Amérique ou en Australie, mais une Pride, une lumière Pride, une Pride des ouvriers qui ont fait aussi notre histoire et les avancées sociales du XXe siècle est nécessaire aussi. Pour moi, il n'y a pas de dualité là-dedans. Merci beaucoup. Peut-être Patrice Joly? Oui, je serais peut-être un peu plus pragmatique, tout simplement pour témoigner que sur les territoires les plus ruraux, on constate depuis maintenant de nombreuses années une paupérisation sur nos territoires, et donc des gens qui ont des problèmes de quotidien, de court terme, et des difficultés à se projeter, bien évidemment, dans une société qui bouge, de se projeter tant qu'on est en situation d'insécurité et qu'on ne dispose pas nécessairement des outils intellectuels, de l'assurance d'une forme de confort matériel qui permet de le faire. Ça, c'est la première chose. S'ajoute à ça le fait qu'on a une société rurale qui est organisée beaucoup autour des énergies fossiles, c'est-à-dire l'agriculture, petit à petit, effectivement, a développé son potentiel de productivité en développant des énergies qui ont à la fois dans les modalités de production, dans les matériels, etc. Et puis, on a un milieu qui est très dépendant des énergies fossiles. Dans les territoires ruraux, on a des patrimoines immobiliers qui est très ancien, énergivore, la nécessité d'avoir souvent deux voitures pour pouvoir se déplacer. Donc là, à un moment donné, un enjeu macroéconomique ou plutôt macro-sociétal qui est évident, décarboner la société, qui vient percuter une réalité pour laquelle il est difficile effectivement d'être en réponse à ces attentes macro-sociétales et donc une insuffisance finesse dans la manière d'aborder ce sujet-là selon les catégories sociales, selon les territoires, même si là aussi, je leur dis, la question de la décarbonation de notre société est un enjeu. Et puis le dernier élément, et Valérie Jussot me l'a évoqué aussi, c'est la question de la représentation des ruraux, cette dévalorisation qu'on retrouve partout ou qu'on retrouvait partout et qui donne le sentiment de ne pas être traité de manière digne, une forme de hiérarchisation sociale de la société insupportable dans lesquelles les ruraux sont à la base de cette hiérarchie de dignité sociale. Et je le dis parfois, lorsque j'en ai l'occasion d'intervenir, cette hiérarchie commence par, il y a dans la société d'abord le rural, ensuite l'urbain, ensuite le métropolitain, et puis selon les publics, je vous dis, la crème de la crème, c'est le parisien. Et donc là, nous sommes tous d'égale dignité humaine, donc il faut absolument que cette représentation soit cassée. Effectivement, les événements aujourd'hui que l'on vit vont y participer, puis des évolutions plus générales concernant des problématiques environnementales qui sont devant nous. Merci beaucoup. Alors, justement, on va en profiter sur la conclusion de Patrice Joly pour aborder une question qui a été beaucoup posée dans le chat. Alors, vous nous excuserez, on ne pourra pas prendre toutes les questions dans le chat parce qu'on n'aura pas le temps, mais il y a au moins peut-être 4 ou 5 interventions que je vais essayer de résumer qui ont été posées et qui font écho aux propos de Patrice Joly à l'instant, à savoir le rapport entre les ruraux et les néo-ruraux.
Donc, on a vu dans l'actualité qu'il y avait certaines problématiques qui avaient émergé. Donc, c'est un peu la question, pour résumer les questions qui ont été posées des spectateurs. Est-ce que finalement, on n'a pas envie, je reprends l'expression qui a été évoquée, de faire la ville à la campagne, ou est-ce qu'au final, on nous disait de manière plus nuancée qu'effectivement, il y a certains néo-ruraux qui sont dans une approche qui est différente et plutôt qui s'intègrent à la population dans une volonté de vivre cette façon de vivre plus en ruralité. Donc voilà, le rapport entre ruraux, néo-ruraux dans les évolutions qu'on est en train de constater, comment est-ce que vous l'analysez? Y a-t-il des volontaires? C'est une question difficile parce que de toute façon, faire société, c'est difficile. Faire société, c'est de fait équilibrer des façons de voir, des classes sociales, des histoires qui sont comment dire, différentes, hein. Donc, le problème des néo-ruraux, on ne parle jamais de néo-urbain. Vous voyez, on a l'impression qu'un rural qui part habiter à la ville, il n'y a pas de problème. Et par contre, un urbain qui vient habiter à la campagne, il y a un problème. Bon, il y a plusieurs choses en fait. Premièrement, il y a la posture des gens du cru, des ruraux. Moi, je suis très à l'aise pour en parler. Je suis une rurale, j'habite dans l'endroit où je suis née, etc. Je connais très bien les logiques de parenté, de localité, etc. Bon, les ruraux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont été acculturés par la modernité. C'était une société paysanne qui avait ses comportements sociaux, ses règles anthropologiques, ses relations, etc. Cette société a été acculturée. Elle a un syndrome d'acculturation. Elle a adhéré à la modernité. Et je dirais presque que le complexe du plouc, il est très fort au sein de la ruralité, en particulier chez les générations des baby-boomers qui, eux, ont rompu avec l'héritage paysan de leurs parents. Donc, ce sont des gens qui sont acquis à la modernité, à l'agriculture moderne. D'ailleurs, le monde agricole a sacrifié énormément pour faire partie de la modernité. Ils ont rompu avec l'héritage de leur père et mère, ils ont dit à leurs enfants qu'il fallait partir et eux-mêmes se sont endettés très lourdement pour faire partie de cette modernité. Donc, vous comprenez bien que sortir de la modernité et la remettre en cause, il y a quelque chose d'extrêmement violent. Il y a besoin d'une forme de compassion, de compréhension de la part, on va dire, des bohèmes, à comprendre ça. Ça, c'est ce que je dirais pour les ruraux. Pour les ruraux. Pour les citadins, je le disais un petit peu à l'écrit, je pense que moi, mon conseil ou le problème qui se pose pour les citadins, c'est qu'il y a deux choses et qu'il faut faire attention à deux choses. Il faut faire la distinction entre des gens qui sont dans la distinction sociale, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à faire du potager, de la permaculture, parce que c'est à la mode. La distinction sociale, Bourdieu dit, c'est le comportement des classes supérieures qui cherchent toujours à se distinguer du commun des mortels par des nouveaux goûts et des nouvelles pratiques. Et il y en a, je l'ai déjà dit, il y a des gens parmi ça qui jouent aux petits paysans, comme Marie-Antoinette jouait à la bergère au fond du parc de Versailles dans le hameau de la Reine. C'est un spectacle. Ces gens-là ne s'intégreront jamais, ils ne seront jamais intégrés, ils hérissent les gens autour d'eux parce qu'ils sont dans la distinction sociale. Mais à l'inverse, il y a des néo-ruraux ou des néo-paysans, je fais la distinction entre les deux, parce que tout le monde ne vient pas à la campagne pour redevenir paysan, même ce n'est pas la majorité. Eh bien, il y a des néo-ruraux qui sont dans une recherche de transition, de changement de mode de vie, avec une réincorporation de tout un tas de choses qui sont très sincères. Et je pense que s'ils comprennent qu'il faut arrêter de faire le refoulement des mémoires, mais au contraire, il faut savoir reconnaître la qualité de la vie paysanne et ce qu'elle a apporté jusqu'au milieu du XXe siècle à la société et les apports qu'elle peut encore avoir en termes de convivialité, de notion de localité, de notion de commun et de vie de convivialité. Si on est dans cette reconnaissance et cette véritable transition, alors on peut se faire accepter par les gens du cru. Et la majorité se font bien accepter par les gens du cru en réalité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur la question ruraux, néo-ruraux? Bon, peut-être un mot.
faire attention de ne pas être condescendant dans le regard des néo-ruraux sur les ruraux. Ils ont le droit aussi qu'on soit rigoureux, exigeant parfois vis-à-vis des ruraux, sans condescendance, simplement dans une égalité un peu des confrontations, parce que on construit ensemble la société pour demain. Donc je suis un peu… Bon, je pense que Valérie Jousseau n'était pas là-dessus, mais il y a comme à un moment donné une tonalité qui m'a pu me laisser penser à ça. Je préfère l'exprimer. Alors, il y a des choses quand même sur lesquelles il va falloir qu'on confronte les approches, c'est-à-dire sur le rapport à la vie, soit le rapport à la vie en général, la vie animale, la vie végétale. Il y a des histoires complètement différentes dans ceux qui ont vécu sur les territoires ruraux et ceux qui arrivent aujourd'hui. Et on est aujourd'hui, la science, la philosophie nous conduit un peu à réfléchir, à nous repositionner au niveau de la société sur cette question du rapport à la vie, sur ce lien et sur cette organisation globale de la vie animale à la vie végétale, et dans laquelle on se situe d'une certaine manière. Et on voit que ce n'est pas nécessairement très simple, notamment lorsque on a sur nos territoires des producteurs des productions animales et dont la finalité est d'abattre des bêtes. Et donc, il y a ce rapport-là qui est aussi une forme de rapport à une forme de violence. Je veux dire, le fait de tuer, d'abattre, ça renvoie quand même à ça. Et dans des sociétés, notamment urbaines, complètement aseptisées. Je veux dire, on ne meurt plus chez soi, on meurt à l'hôpital, on ne voit pas abattre les animaux, on ne les voit que lorsqu'on est encore carnivore, lorsqu'on mange de la viande, on voit ça dans des barquettes, on voit ça découpé, mais on ne voit plus la mort, en fait, réalisée, effectuée. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est devant nous et qui est un enjeu global, ce rapport à la mort, à la fois par rapport aux humains, mais vis-à-vis des animaux. Et puis cette articulation entre eux, ou ce lien entre l'ensemble de la chaîne de la vie, en quelque sorte. Et ça, il y a vraiment un travail à faire, parce qu'il n'y a pas de vérité révélée, c'est la construction que l'on arrivera à réaliser collectivement. Alors, Dominique Parmier. Oui, Jean-Baptiste, tu le permets, parce que je voudrais revenir rapidement sur deux points qu'a évoqué Valérie. Je sens qu'il y a un point, je suis d'accord avec elle, puis un autre point de vue que je ne partage pas forcément. Alors, je vais commencer par celui que je partage avec elle. C'est effectivement sur la cohabitation, qu'on peut appeler cohabitation, déjà le terme n'est pas bien juste, entre les néo-ruraux et puis les ruraux. En fait, effectivement, ça se passe, à mon avis, pas si mal que ça, même si effectivement, par ici, par là, il peut y avoir des fois une incompréhension, mais je pense que ça peut se travailler avec… voilà, je pense que globalement, ce n'est pas si mal que ça se passe pas trop mal que ça. Moi, effectivement, je vis dans un territoire rural, je sens bien qu'il y a beaucoup de nouveaux habitants qui arrivent. Et puis, avec un peu des explications, c'est vrai que pour les néo-ruraux, c'est un monde qu'ils ne connaissent pas. Il faut peut-être un certain temps de compréhension, d'apprentissage, effectivement, pour comprendre, comme tout à l'heure, Patrice évoquait le fait que, effectivement, voir une bête dans les champs, pâturer, elle est destinée à la viande. Malheureusement, il va falloir la battre, la tuer. C'est des choses que les néo-ruraux ne peuvent pas comprendre ou difficilement. Et peut-être, voilà, il y a des choses à comprendre. Mais globalement, ce n'est pas si mal que ça. Par contre, le deuxième sujet que je ne partage pas tout à fait avec Valérie, c'est dans son exposé tout à l'heure, elle a évoqué la modernité. Enfin, les ruraux, comme les ploucs, enfin, je ne dis pas ploucs avec le terme, avec les guillemets, bien évidemment, hein. Les ruraux, mais la culture paysanne des habitants des territoires ruraux, face à la modernité, qui est plutôt décrite comme un point négatif, si j'ai bien compris, je me suis peut-être trompé aussi, mais qui, pour quand même beaucoup des ruraux, a été un sens de progrès. C'était du progrès. On sait très bien toutes les difficultés, notamment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec les objectifs qui étaient de nourrir la France, dans une condition correcte au niveau sanitaire, en quantité suffisante. Et puis pour beaucoup, ça a été la modernité, c'était un plus dans le confort, dans la méthode de travail, qui étaient quand même des conditions très, très difficiles. Donc la modernité, elle n'a pas été forcément subie, mais à mon avis, c'était plutôt un élément de progrès pour ces habitants des territoires ruraux. Voilà ce que je voulais rapporter par rapport à ce qu'a dit Valérie tout à l'heure. Oui, bien sûr, Dominique, je suis d'accord avec toi. Si j'ai mal exprimé, l'idée, c'est de montrer que la modernité, elle est devenue un idéal collectif parce qu'à un moment donné, à ce moment-là précisément, elle a offert un mieux-être.
hein. C'est-à-dire que, tu vois, l'individualisation, elle a pu se faire parce que toutes les sécurités que la communauté familiale fournissait auparavant, eh bien, elles étaient offertes à un niveau plus global. C'est-à-dire, ça a été de pair, cette modernisation, elle a été positive parce que ça a été de pair avec des sécurités nationales, contrats de travail sécurisés, sécurité sociale, éducation gratuite pour les enfants, retraite. C'était tout un ensemble, en fait. Et effectivement, à ce moment-là, la transition, elle a été partagée par tous. Cette modernité a été un rêve partagé par presque tous. Il y avait des gens qui étaient déjà opposés, mais elle a été partagée, elle est devenue un idéal. Et ceux qui ont accompagné la transition, je vous ai dit que la transition à venir, c'était les beaux pros. La transition entre la culture paysanne et la culture moderne, elle a été portée par les jeunesses agricoles catholiques, la Jacques, qui étaient à la fois des gens du milieu agricole et paysan et en même temps des gens qui étaient acquis à cette modernité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les porteurs de la modernité des années 50-60, et on va dire toute cette génération des baby-boomers qui a tranché avec la culture paysanne, qui a choisi la modernité en étant persuadé que c'était la meilleure solution, et ça l'était à l'époque, ça peut être aussi les bloqueurs aujourd'hui parce qu'ils sont dans cet imaginaire de la modernité et dans cet idéal et ce rêve. Et que dès qu'on leur parle de transition, ils sont persuadés qu'on va revenir comme c'était à l'époque de leurs parents. Et donc, ils vont bloquer toutes les idées néo-rurales ou néo-paysannes, on va dire, de transition, par justement ils sont agrippés à l'imaginaire de la modernité et que parfois, il faut se rendre compte que le contexte a changé et qu'on n'est plus dans la même histoire. Et qu'il faut faire attention que les porteurs de la révolution de 1960 ne soient pas les pouvoirs bloquants en fait, de la transition en cours. C'était un petit peu ça mon idée. Merci beaucoup. Alors, on va avancer. Donc, on va reprendre encore juste, on a deux questions là sur deux thèmes. Je vais vous les poser en même temps. Et puis après, on passera aux dernières interventions. Puis peut-être une question très courte hein, sur la méthode de l'étude. J'ai vu quelques questions qui avaient été posées donc, pour Frédéric Dabi. Il y avait la question de l'éducation. Il y a une question qui a été posée justement avec les difficultés scolaires dans le monde rural, des niveaux attendus différents parfois entre les écoles de la ville et de la campagne. Donc, comment expliquer cela et puis, on peut, alors ce n'est pas exactement le même thème, mais on peut faire les deux questions en même temps. Il y avait une question de Frédéric Doel, je salue d'ailleurs, de la Fondation RTE, qui interrogeait sur l'emploi. Est-ce que finalement l'emploi en milieu rural serait plus sûr, plus sécure? Et au final, est-ce qu'avec les transitions à l'œuvre, on va avoir des changements bien dans les emplois, de la dématérialisation, peut-être des destructions d'emplois, parce que finalement, ce n'est pas une vision de penser cela. Donc, si vous voulez intervenir voilà, sur ces deux aspects, parfois des différences dans l'éducation et aussi ce qu'on peut évoquer au niveau de l'emploi. Alors, l'emploi, c'est large, parce que ça vous donne une grande perspective, évidemment, mais des brèves réponses, et puis après, on passera. Alors, l'emploi, non, on n'est pas plus sécure à la campagne qu'à la ville. Quand je dis que les gens fuient la précarité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans une sortie de notre culture. Et la culture de l'ère moderne, c'est l'ère du salariat, mais l'ère d'un salariat protégé par des garanties collectives au niveau de l'État. Je viens de les citer tout à l'heure, retraite, contrat de travail, etc. Aujourd'hui, on a une société qui est très individualisée, donc les gens relativement isolés, ils n'ont plus leur communauté familiale, leur communauté villageoise. Et on a un démantèlement des sécurités et on a surtout un effondrement de l'emploi salarié. Et il n'y a aucun indicateur qui nous dit qu'on va massivement créer de l'emploi sur un modèle de société moderne. Donc, on va vers de la précarité. Je pense que ça va s'aggraver et que donc, on a aussi, il faut le dire, des migrations vers le rural. Alors, on pourrait caricaturer avec les postures survivalistes, mais on a aussi la reconquête de formes de micro-autonomie alimentaire qui alimentent l'imaginaire de la migration vers la campagne. Et encore une fois, ne nions pas, ne disons pas c'est ridicule parce que c'est dans la tête des gens, parce que l'imaginaire, c'est le début de la concrétisation. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, si on n'avait pas imaginé l'envol, on n'aurait pas inventé l'avion. Bon,
Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sécurité d'emploi à la campagne, pas du tout, mais on va aller vers une recherche de réponse, une autonomie. C'est-à-dire qu'on va essayer de régler la mise en précarité dans la société en essayant de récupérer des formes d'autonomie alimentaire, énergétique, en ayant du bois, de l'eau, d'autoproduction alimentaire, et puis essayer de la débrouille pour avoir du petit travail. C'est de ça dont je parlais. Ce n'est pas l'idée que c'est super, youpi, on a du boulot à la campagne. Après, il y a du travail dans certaines campagnes. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure, ne soyons pas négatifs. Moi, je suis de la région nantaise. On peut dire que toute la façade atlantique, depuis 20 ans, les campagnes, ça marche du feu de Dieu, si on peut dire ça comme ça se porte très bien. Ne dramatisons pas, hein. Les campagnes qui vont mal, ce n'est pas partout. Il y a des campagnes qui se portent, mais vraiment merveilleusement bien. J'habite à bordure de la Vendée, ça va super. Merci beaucoup. Patrice Joly, peut-être, et puis aussi sur l'aspect éducation. Ah oui. Sur l'éducation et formation, c'est un enjeu majeur. Il se trouve que les parcours moyens, on va dire, si tant est que c'est un sens de dire ça, des jeunes ruraux est inférieur au parcours moyen des jeunes à l'échelle nationale. Et ça n'est pas normal en soi déjà. Et c'est un vrai problème parce que on est devant nous, il y a une forme des formes en tout cas de révolution mentale à réaliser sur ce que l'on doit faire, sur la manière dont certains métiers doivent être exercés. On parlait de l'agriculture, par exemple. C'est vrai que Dominique le disait, c'est-à-dire qu'on a développé une forme d'agriculture dans l'après-guerre. Pour une raison principale, c'est l'autonomie alimentaire française. Et puis, cette agriculture a permis une montée en pouvoir d'achat assez incroyable, je veux dire, des agriculteurs au cours de ces 50, 60 dernières années. Et donc, aujourd'hui, cette activité est questionnée par notamment les problématiques environnementales, par l'organisation des filières, qui oblige un peu à redéfinir des stratégies à la fois de production, de commercialisation. Et ce sont des révolutions mentales à réaliser. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant, les zones humides étaient les pires zones, aucune valeur agronomique, etc. Aujourd'hui, on nous dit que ce sont les espaces d'excellence en termes d'apport à la société. Vous imaginez, moi j'ai été président d'un parc naturel régional, intellectuellement j'avais compris les choses, mais dans mon ressenti intime, j'ai vraiment peiné à l'intégrer. Intellectuellement, j'avais compris effectivement les enjeux, mais comment on change de ce qui relève un peu, c'est un peu affectif, c'est un peu émotionnel, etc., de cette représentation. Vous imaginez comment on bouscule, donc il faut trouver les moyens intellectuels pour dépasser un peu ce qui est un peu un ressenti, quelque chose d'instinctif, parce que ça vous a été inculqué de manière même d'ailleurs informelle. Et puis, c'est à travers la formation, c'est reconcevoir un peu ce que sont nos sociétés, les re-questionner, se distancier par rapport à ce que l'on vit. Et puis, c'est aussi avec ces formations, cette capacité qu'offre effectivement la formation et les ouvertures d'esprit sur le questionnement de son métier, sur la perspective de nouveaux métiers, parce qu'il y en a aussi qui sont en rapport avec les besoins de la société. Ça nécessite d'avoir de ces formations à la fois techniques, économiques, environnementales, c'est-à-dire faire en sorte que, par exemple, des problématiques qui apparaissent une contrainte selon certains modèles deviennent des opportunités et des atouts. Donc, la question de l'éducation et de la formation, effectivement, m'apparaît fondamentale. Et moi, par exemple, je suis en train de préparer une proposition de loi pour dire c'est fini, l'éducation nationale ne doit plus retirer un seul équivalent temps plein sur les territoires les plus ruraux, mais on peut les redéployer, c'est-à-dire qu'on rentre dans des concertations, qu'on ne soit pas désécurisé par la perte de tel ou tel emploi, mais en se disant, si on les perd là, on pourra les replacer ailleurs, faire en sorte qu'on accompagne un peu mieux les jeunes dans leur formation, dans la recherche des voies qui leur paraît conformes à leurs attentes. Donc, un vrai sujet. Si je peux me permettre, pour compléter avec une approche peut-être en tant qu'universitaire. Alors, le problème de l'éducation dans les espaces ruraux, il faut bien remettre, avant d'être un problème spatial, c'est d'abord un problème social. C'est parce que dans les campagnes, on a des classes sociales populaires et très modestes
Donc, les problèmes d'éducation, on va les trouver dans les classes les plus modestes, que ce soit à la ville ou à la campagne. La différence, c'est qu'on va dire en ville, vous êtes dans les classes pauvres en ville, vous avez accès à l'université. Vous êtes dans les classes pauvres à la campagne, c'est là où il y a un problème, c'est que l'accès à l'université, il est problématique. Pourquoi? Il est problématique pour des raisons financières. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont des gens qui viennent des petites villes, des campagnes un peu éloignées de Nantes. Leur gros problème, c'est de se payer l'hébergement dans la métropole pour faire des études. Donc moi, si j'avais une politique à développer, ce serait de dire, parce que vous comprenez bien que le fils d'un médecin ou d'un notaire, je caricature à mort sur on va dire la petite bourgeoisie traditionnelle des campagnes, mais eux, ils n'ont pas de problème d'éducation. Hein. Donc moi, si j'avais une politique à mener, si j'étais dans les campagnes, bien sûr, il faut offrir des formations techniques, bac, BTS, etc. Mais il faut permettre un accompagnement vers de l'enseignement supérieur universitaire, peut-être en ayant des bourses spéciales de soutien pour les jeunes des classes populaires d'un milieu rural pour pouvoir accéder à un enseignement qui se trouve dans les villes. Le but, ce n'est pas d'empêcher les jeunes de partir, c'est de les encourager à revenir. Donc, leur permettre de partir plusieurs années dans des métropoles pour faire des études, c'est super. Mais pour ça, il y a vraiment besoin d'un soutien financier massif. C'est ça qui les bloque. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça c'est… Jean-Baptiste, oui, Dominique, je vous en prie. J'aimerais bien rebondir sur les propos de Valérie parce que je l'invite à rejoindre Famille Rurale parce que simplement pour nous, c'est un combat de longue date, effectivement, que nous menons parce qu'on voit bien l'inégalité qu'il y a face à l'accès aux universités, aux facultés entre les habitants des territoires ruraux et les habitants des territoires urbains, que pour les sujets que vous avez évoqués, que ce soit les problèmes de mobilité, de logement dans les villes, d'accompagnement, c'est très difficile, c'est coûteux, ça coûte cher et c'est vrai qu'à Famille Rurale, on mène ce combat depuis très longtemps pour dire accompagnons nos jeunes parce qu'il y a du potentiel, effectivement, comme ailleurs d'ailleurs, pas plus, pas moins, mais comme ailleurs, mais les familles sont confrontées à de réels problèmes de mobilité, enfin des problèmes très pratiques. Alors, en tout cas, merci pour vos propos. Merci beaucoup, Dominique. Alors, je pense qu'on va conclure en fait la séquence des questions-réponses. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions qui ont été posées, mais le webinaire est enregistré, donc il sera disponible, donc vous pourrez le revisionner et il est aussi diffusé en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc, il y aura aussi peut-être des questions qui ont été posées, donc on essaiera d'y répondre. J'avais juste peut-être, si Frédéric Dabi est encore connecté, il y a une question qui a été posée sur des éventuelles, Frédéric, différences de genre entre hommes et femmes sur les réponses qui ont été apportées dans l'enquête. Peut-être que tu peux nous éclairer sur ce point. Moi, quand je l'avais vu, disons l'enquête brute, je n'en avais pas observé, mais non. Je te laisse la parole. Je n'avais pas observé non plus. C'est vrai que l'échantillon des ruraux est très conséquent. Je rappelle qu'on a interrogé 1500 personnes, donc c'est toujours intéressant, au-delà des résultats globaux, de voir des différences selon diverses catégories. De mémoire, le genre ne m'est pas apparu comme une variable discriminante et structurante. S'il y en a une qui a beaucoup émergé, c'est plutôt la génération, aussi bien dans l'enquête grand public que dans l'enquête ruraux, où on a vraiment une envie, notamment chez les moins de 35 ans, chez les moins de 50 ans, d'une part, une image plus favorable du monde rural, peut-être moins, comme ça a été dit tout à l'heure, moins, je dirais, empreint de stéréotypes, de clichés, notamment chez les jeunes, et des envies, des projets d'installation, des concrétisations d'installation à la campagne qui étaient également plus fortes chez les moins de 35. Donc, d'ailleurs, chez les moins de 35, on aurait pu croiser par le genre. Peut-être que ce sont plus des jeunes femmes que des jeunes hommes. Je travaille beaucoup sur les questions de jeunesse et on voit à quel point les jeunes femmes sont nettement plus, je dirais, entreprenantes et nettement plus avides de changements comparés aux jeunes hommes. Donc, c'est d'abord un clivage générationnel qui s'est imposé dans cette étude. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette réponse et merci à tous les intervenants. Donc, on va passer à la dernière séquence de cette web conférence. On est presque dans les temps, on aura 5-7 minutes de retard, mais globalement, on est dans les temps. Donc, je vous laisse, Dominique, faire la première partie de la conclusion et puis ensuite, on laissera la parole à Lucille Josse. Merci Jean-Baptiste pour une conclusion qui va être difficile à faire suite à la qualité des propos qu'on a eus de Patrice et puis de Valérie.
Alors avant tout, moi je voulais remercier les intervenants, hein, voilà, notamment comme Valérie, Frédéric pour la présentation de l'enquête, et puis bien sûr de Patrice pour la qualité de leurs interventions, et puis justement la pertinence de leurs propos par rapport au sujet de la ruralité qui nous intéresse ce soir. Et puis je voudrais aussi remercier bien sûr les participants par le chat parce que vous posez des questions, il y a des sujets qui ont été très intéressants. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de traiter toutes les questions, mais comme l'a dit Jean-Baptiste, hein, vous pourrez revisionner donc, notre webinaire sur les réseaux sociaux et puis sur notre site internet. Alors nous, la question, c'est qu'on voit bien, suite à l'enquête, hein, c'est l'aspiration qui est vraiment très importante du grand public. Hein, ça a été dit à travers l'enquête pour rejoindre les territoires ruraux. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que ça va perdurer? Donc tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et nous, c'est vrai qu'à Famille Rurale, depuis très longtemps, on a cette vision positive des territoires ruraux. Mais par contre, aujourd'hui, on voit bien que ces territoires ruraux doivent faire face à des enjeux qui sont très importants, des enjeux environnementaux, avec des vrais défis, relever le défi de la révolution technologique, le défi de la transition écologique, effectivement, technologique. Donc, il y a des grands enjeux qui sont importants, qui sont devant nous, qui sont des enjeux, mais qui sont en même temps des véritables opportunités de développement, et puis de bien-être, et puis aussi d'accueil de nouveaux habitants dans les territoires ruraux. Et puis, on voit bien aussi, avec cette aspiration de vivre dans les territoires ruraux, c'est quand même la grande difficulté avec cette vision, avec l'importance du maintien des services publics, des services au public, des services de proximité. On peut les appeler de différentes manières, mais globalement, quand même, ces habitants ont besoin, même si j'ai bien tout à l'heure repéré le besoin de services immatériels par rapport à ces services qui sont peut-être matériels, mais malgré tout, ces services matériels, je pense aussi au système de garde des enfants, des jeunes enfants, des centres de loisirs, parce qu'un ménage, quand il vient s'installer, les deux sont amenés à travailler, à avoir un emploi à l'extérieur. Il faut voilà, des moyens de garde. On voit bien dans nos enquêtes et dans notre réseau Famille Rurale la forte attente qu'il y a par rapport à ces services. Je pense aux services aussi, même publics, qui ont été dématérialisés, mais la fracture numérique a créé une véritable difficulté justement d'accès à différents besoins administratifs, documents administratifs qu'il faut réaliser à la maison, en télétravail. Mais la fracture numérique, c'est une difficulté. Ce n'est pas un vain mot, on l'évoque souvent, mais c'est vrai que pour différentes raisons, la fracture numérique, hein, c'est la couverture numérique qui est absente, mais c'est aussi la difficulté d'utilisation du matériel du numérique, c'est du matériel qui est coûteux. Hein. Et d'ailleurs, ça a été mis vraiment en évidence aussi par la crise qu'on a connue à travers le confinement. On voit bien la difficulté pour les familles, pour certaines familles, quand les écoles ont été fermées, notamment pour suivre les cours à distance, ça a été très difficile pour certaines familles. On voit bien donc quand même ces difficultés de services qui ne sont pas à la hauteur de ce que les gens peuvent en attendre, nos concitoyens, qui peuvent poser quand même des problèmes voilà, de venir s'installer durablement dans les territoires ruraux. Et puis, on voit bien aussi qu'à travers, à travers la crise, hein, c'est revenu aussi à travers notre enquête, et puis on le sait aussi à travers notre réseau Famille Rurale, c'est cette demande forte de retour de proximité sur des valeurs. Ça a été très bien décrit tout à l'heure à travers vos propos, de valeurs de recherche de sens. On vient dans les territoires ruraux, mais on y vient aussi, bien sûr, il faut un emploi, hein, bien évidemment, parce qu'il faut un revenu, il faut un salaire, il y a quand même la réalité qui est là, mais on recherche du sens, peut-être, des valeurs qu'on a perdues dans les centres urbains. On voit bien, effectivement, là, vous l'avez très bien mieux exprimé que je peux le faire là, mais on voit bien le problème que ça peut poser dans nos concitoyens, la vie en ville, avec toutes ces problématiques, avec les pollutions, avec les transports, avec l'habitat, etc. Et que là, il y a une véritable remise en question, voilà, pour retrouver du sens dans sa vie, qui ne se traduit pas forcément dans le matériel, mais qui se traduit dans la recherche de sens et de valeur. Peut-être que là, on peut espérer qu'effectivement, on soit dans le durable, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Ben, on peut penser quand même qu'il y a une prise quand même un virage important, un tournant important dans la mentalité de nos concitoyens. Nous, cette vision-là, on le partageait depuis très longtemps en Famille Rurale. Et puis, on s'y inscrit aussi totalement à travers différents projets qu'on peut porter. Nous, on croit donc beaucoup à l'installation et puis au potentiel, et puis notamment à travers des grands projets qu'on porte. Je pense au projet Portail, tiers-lieux, parce que les tiers-lieux, c'est un dispositif qui correspond tout à fait donc, aux territoires ruraux. Donc, il y en a beaucoup dans les milieux urbains. Il n'y en avait pas beaucoup dans les territoires ruraux. Donc, on a eu l'occasion d'être retenu à un projet européen avec un financement relativement important à la clé qui nous a permis d'innover donc en matière de tiers-lieux, d'en installer dans les territoires ruraux. Ça connaît un grand succès, puis heureusement, on va pouvoir essaimer parce qu'on voit bien que
c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu aussi de travail, parce qu'il y a des espaces de coworking. Donc, on peut se rencontrer, on peut échanger, on peut mutualiser. Et puis, c'est là que tout à l'heure, quand je parlais de donner du sens à son travail, de besoin de lien social, de besoin de cohésion sociale, qu'on a peut-être perdu en ville, mais qu'on peut retrouver dans ces espaces-là. Donc, c'est un beau projet qu'on porte et on s'inscrit pleinement là-dedans. Je pense au projet de point de médiation numérique, hein, parce que je reviens à la fracture numérique qui a été évoquée tout à l'heure, qui est vraiment une réalité, qui est malheureusement une réalité. Et là, il y a un besoin vraiment prégnant et très important d'un grand nombre de nos concitoyens pour justement retrouver le contact, le besoin de pouvoir travailler, mais le besoin de ne pas se couper aussi des services publics. Et puis, on voit bien le besoin de dématérialiser, et puis que ça passe par l'utilisation du numérique. Et puis, je voudrais dire aussi, puis là, j'en profite que Madame Lucille Josse soit parmi nous, qui est conseillère donc, auprès du cabinet du ministère de Joël Giraud, pour lui dire le besoin qu'on a aussi de la reconnaissance des pouvoirs publics, parce que ce développement et puis cet accueil qu'on porte à nos concitoyens, on pourra le faire qu'en partenariat étroit avec l'ensemble des acteurs actifs sur les territoires. Les acteurs actifs, c'est bien sûr en premier lieu les collectivités, mais ce sont aussi les acteurs privés, mais c'est également, puis là je parle en ce qui nous concerne, les associations qui ont un rôle fondamental pour justement apporter ces services, accompagner ces familles, accompagner les nouvelles personnes, et puis rendre possible cette cohésion sociale, puis lutter contre l'isolement notamment. Et donc, voilà, l'appel, nous, c'est il faut une véritable reconnaissance de tous ces acteurs, notamment du tissu associatif. Et puis, cette reconnaissance, elle passe par un accompagnement, parce que c'est un véritable acteur. On peut être des vrais acteurs du développement économique, mais aussi de lien social dans les habitants. Et là, j'attire vraiment l'attention des pouvoirs publics, spécialement dans cette période-là, parce qu'on connaît une période difficile, c'est la période de la crise sanitaire. On voit beaucoup de nos adhérents dans les associations diverses qui, les activités sont fermées, bien évidemment, vous connaissez la situation, tout est fermé, donc les adhérents n'adhèrent pas, ce qui peut fragiliser donc, le tissu associatif. Donc là, on a besoin vraiment, en ce moment, je tire la sonnette d'alarme, on a non seulement besoin du soutien des pouvoirs publics pour maintenir nos activités, mais pour être en capacité de rebondir dès que la crise connaîtra son terme. J'espère qu'elle connaîtra un terme un jour, le plus rapidement possible, bien sûr, sera le mieux. Voilà, donc c'était mon mot de conclusion. En tout cas, encore un grand merci à vous pour votre participation, vraiment avec des propos très intéressants, qui permettront d'éclairer certains d'entre nous avec les différents apports, en tout cas, qui va permettre d'alimenter notre matière grise pour toujours réfléchir plus, pour améliorer, de vivre mieux dans les territoires ruraux, qui est le slogan de Famille Rurale. Et puis là, sans plus attendre, je vais donner la parole à Madame Lucille Josse, justement, qui représente donc le ministre Joël Giraud. Et puis, merci également de votre participation. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super. Très bien. Très bien, parfait. Alors d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup pour l'organisation de cette séquence. Et puis, merci beaucoup de nous laisser la parole pour conclure. Alors, je voudrais vous remercier aussi pour l'intérêt de l'étude qui a été menée. D'ailleurs, le ministre va avoir beaucoup de lectures. Il n'était pas présent, mais entre votre étude et Ploug Pride, il va être bien occupé. Je dois le dire, c'est assez rare et précieux d'avoir à la fois des intervenants qui sont des hommes politiques. Donc, merci beaucoup, monsieur le sénateur Joly, d'être présent aujourd'hui, des universitaires, et d'avoir le recul sur les thématiques que peut apporter les enquêtes comme celles que vous avez réalisées avec IFOP. C'est extrêmement riche, et avoir ces différents univers qui dialoguent pour porter une vision du monde et apporter des réponses concrètes à certaines questions qu'on se pose d'ailleurs en tant que décideur public, ou plutôt dans mon cas de conseiller d'un décideur public. C'est extrêmement précieux. Donc, merci beaucoup à vous. Je retiens de l'étude que vous avez présentée, évidemment, des données assez impressionnantes avec des trajectoires et des évolutions très marquées. Pour avoir fait un petit peu de statistiques dans une vie antérieure, effectivement, avoir des évolutions de 20 points sur quelques données que ce soit, ou quelques questionnaires que ce soit, c'est assez remarquable. Donc, ça montre quand même que notre société est effectivement en proie à des changements très profonds, et l'étude que vous avez faite le manifeste très bien. Donc, c'est le 20 points, c'était pour le grand public qui juge que le cadre de vie rural est agréable, augmentation de 20 points, ce qui est tout à fait significatif, et 5 points pour les personnes qui souhaitent vivre et travailler à la campagne. Donc, on voit que c'est un mouvement de fond.
Je retiens également le paradoxe que vous avez soulevé et qui a été extrêmement bien résumé par la personne qui a présenté l'étude, entre une aspiration marquée et de plus en plus marquée à la vie à la campagne et une conviction forte que c'est un cadre de vie agréable et propice au développement personnel, et le sentiment d'abandon, notamment de la part des services publics. Et alors ça, bon, j'y reviendrai peut-être en conclusion de la conclusion de la conclusion, mais c'est vrai que c'est un mouvement qu'on observe et qui a été notamment observé par la Cour des comptes dans un rapport d'il y a 2 ans sur les services publics, où on constate qu'en réalité, il y a bien des transferts qui sont importants, voire de plus en plus importants, vers certains territoires, en tout cas non métropolitains. Et en même temps, dans le même temps, comme les services publics se sont numérisés et que les exodes rurales successives ont porté, entre guillemets, leurs fruits, les habitants des territoires ruraux voient un recul très net des services publics physiques et donc de la présence concrète de l'État dans les territoires. Et donc, même si les flux financiers et immatériels peuvent être en croissance, il y a une perception d'une forme d'abandon qui en fait s'explique et qui est bien compréhensible, même si on peut nuancer ça par le fait qu'on est plutôt sur une croissance assez continue des revenus de transfert, revenus de péréquation, etc., qui vont des métropoles vers les territoires ruraux. Mais c'est un débat, d'ailleurs, on compte évidemment beaucoup sur le Parlement pour nous nourrir et pour quantifier ces phénomènes et les expliquer, évidemment. Alors, ensuite, nous aussi, c'est une question que j'espère que vous referez cette enquête dans 2 ans et que vous réinviterez le ministère, même si dans 2 ans, on ne sait pas exactement quel sera son nom. Parce que, et d'ailleurs, Valérie Jussaume le disait très bien, et Pascal Joly également, et puis Patrice Joly également, et puis vous, Monsieur le Président, également. Est-ce que c'est un mouvement de fond et donc un changement de société, comme vous le disiez, Madame Jussaume, et d'ailleurs, la perspective que vous dressez est extrêmement intéressante. Et donc l'aboutissement, on serait sur une 3e ère, un modèle de développement complètement différent, une conception de la société complètement différente, une vision du politique qui serait différente, ou est-ce qu'on est sur une évolution très forte liée quand même à la situation d'exception dans laquelle on se trouve depuis 1 an et qui a forcément des conséquences sur la perception de notre société, notre environnement et nos territoires. Alors, vous appelez aussi de vos voeux une prise en compte de ces évolutions par les politiques publiques. Alors, sur ce qui est la prise en compte de la ruralité et de ces évolutions, ça existe déjà. Il y a eu déjà sous le précédent quinquennat, et puis il y a eu une forme d'accélération de la prise en compte des enjeux liés à la ruralité sous ce quinquennat, et notamment depuis 2018, avec la mission qui a été confiée à 5 élus de terrain, dont M. Patrice Joly faisait partie, pour élaborer un agenda rural qui a été présenté le 22 septembre 2019, qui comprend 181 mesures, qui constitue donc un plan d'action interministériel qui puise dans vraiment tous les champs des politiques publiques pour proposer une évolution de la perception de la ruralité et des mesures ciblées, efficaces, pour résoudre les problèmes concrets qui se posent dans la vie quotidienne des habitants de ces territoires. Ensuite, donc, du coup, il y a eu plusieurs comités interministériels aux ruralités qui ont été organisés depuis le début du quinquennat. Un prochain sera organisé probablement en mai ou en juin. Donc, ça manifeste aussi la volonté de l'ensemble du gouvernement de se mobiliser sur cette question et de prendre en compte la question de l'identité rurale au sens large et ses évolutions, parce que cette identité est évidemment mouvante, et donc vos travaux pourront probablement nourrir la préparation de cette instance. Autre chose, on a des référents ruralité dans presque chaque préfecture maintenant, et en tout cas dans chaque ministère. Donc, notre objectif à travers ces nominations, sachant que c'était des mesures qui figuraient déjà dans l'agenda rural, c'est que la perception de la question de la ruralité et leur prise en compte dans l'élaboration des textes, et puis plus globalement de toutes les décisions des acteurs publics, s'ancre profondément dans les pratiques administratives et dans ce qu'on peut appeler l'état profond. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait et qui, j'espère, transformera la manière dont on fait les politiques publiques en direction de ces territoires-là. Finalement, ça a donné quelques assez belles réussites sur certains champs, notamment sur le numérique. Donc effectivement, on a pas mal cité les questions d'aménagement. Depuis le début du quinquennat, il y a 12% du territoire français en plus qui est couvert par au moins un opérateur mobile en 4G. Donc ça, c'est quand même un chiffre significatif en termes d'accès à cet outil, bon, qui est évidemment
considéré comme beaucoup par la grande question d'aménagement du territoire du début du XXIe siècle, comme l'a pu l'être l'électricité, le chemin de fer, les autoroutes, etc., dans les années 60. Et puis, on relie à la fibre près de 9000 locaux par jour. Donc ça, c'est quand même aussi des évolutions très concrètes qui sont perçues. Et d'ailleurs, j'étais du coup assez satisfaite de voir que ça se reflète dans l'étude et que pour 60% des habitants des territoires ruraux, si j'ai bien retenu les chiffres que vous avez signifiés, mais c'était assez proche dans mon souvenir pour le grand public, tout ce qui est téléphonie, numérique, etc., a nettement progressé depuis ces dernières années. Et je pense que c'est une vraie prise en charge à bras-le-corps par le gouvernement, avec le New Deal mobile, avec l'arrivée de la 5G, où il y a un quota de sites réservés pour les territoires ruraux ou les territoires d'industrie en métropole. Et je pense que tout ça commence à se voir et à porter ses fruits. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les efforts, parce qu'il faut aussi réfléchir à ce que veulent les territoires. La question de la 5G est quand même un vrai débat sur beaucoup de territoires, qui est assez passionnant d'ailleurs, sur la perception qu'on peut avoir du progrès, et qui, je trouve, renvoie à beaucoup des débats que vous avez esquissés, Madame Jussaume. Après, sur la question des services publics, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a complètement en tête. Et d'ailleurs, je lirais cette question des services publics avec la question de l'inclusion numérique. C'est-à-dire qu'on a des outils voilà, c'est pas parce qu'on met la fibre quelque part et que les gens ont accès à Internet qu'ils savent faire leur démarche tout seuls. Et là, dans le plan de relance, il y a beaucoup de choses en matière d'inclusion numérique, et notamment le programme 4000 conseillers numériques France Service. France Service, on en est à 1123 structures labellisées sur l'ensemble du territoire. Il faut encore que le programme monte en gamme, que les offres se consolident, que ça s'ancre dans les représentations. Mais voilà, il y a une vraie prise en compte de cette nécessité d'avoir un retour d'une présence physique et pas uniquement un développement massif des outils numériques et des applications des services publics numériques. Alors après, bon, la question par exemple des déserts médicaux, ça se voyait dans votre étude, on sait que c'est un vrai sujet. Après, la question de l'accès notamment à un médecin traitant, médecin généraliste, se pose aussi dans tous les territoires, et je pense que c'est un problème de santé publique qui se pose de manière très accrue en réalité, mais qui se pose voilà, pour l'ensemble des Français aujourd'hui. Et puis du coup, bon, voilà, tous ces exemples, c'est pour dire qu'il y a quand même des belles réussites dans la politique menée en direction de la ruralité, qu'il y a des champs de progrès qui sont encore très nets, que les problèmes, peut-être, ce que je dirais, c'est que il y a certains problèmes qui se posent partout, mais dont les effets sont encore plus perceptibles en ruralité, du fait de la faible densité, des difficultés d'accès au transport, du vieillissement des populations rurales, parce que les néo-ruraux sont peut-être pas encore tous arrivés, donc on observe quand même ça de manière très nette. Donc toutes les questions qui ont été évoquées, tous les problèmes liés au cadre de vie, etc., se posent peut-être de manière plus accrue en ruralité. Ça ne veut pas dire que les problèmes sont des problèmes uniquement en ruralité, qui ne se posent pas à l'ensemble du territoire français. Mais en tout cas, toute la gouvernance qu'on a mise en place, l'agenda rural, les comités interministériels de la ruralité, etc., sont destinés à nous permettre de prendre conscience de ces problèmes et à essayer d'apporter des réponses adaptées aux spécificités des territoires ruraux. Alors, je conclurai sur un dernier point, c'est la question à la fois de l'emploi et de l'égalité des chances, parce que l'égalité des chances, ça a été abordé via les questions. Et ça, je voudrais souligner que pour le ministre, c'est vraiment une question absolument prioritaire, qui s'intéresse énormément au sujet de la jeunesse en milieu rural, qui souhaite aussi ramener des jeunes dans les territoires ruraux et les y intéresser via le développement du volontariat territorial en administration, que pour lui, c'est une priorité, à la fois pour le développement de l'attractivité de ces territoires, pour les entrepreneurs des territoires ruraux qui ont souvent des difficultés à recruter, et puis pour la jeunesse des zones rurales, parce que tout simplement, on voit que les questions d'orientation sont plus difficiles à gérer en milieu rural, parce que les modèles sont souvent plus restreints, tout simplement parce qu'il y a moins d'intervenants dans les écoles, il y a moins de gens qui directement peuvent venir intervenir, faire du tutorat, faire du mentorat, etc. Et pourtant, le niveau scolaire n'est pas forcément du tout moins bon. Et du coup, c'est des sujets on a l'impression qu'il y a probablement des solutions de politique publique à trouver, et qu'on n'a peut-être pas encore été assez imaginatif pour résoudre ce défi, mais en tout cas, on a vraiment le souhait de s'y employer. Alors, j'aurais pu vous parler de vraiment tout un tas de choses, parce qu'en plus, Monsieur le Président, vous avez ouvert des tas de questions tout à fait passionnantes dans votre conclusion. Vous avez parlé des tiers-lieux, vous avez parlé de tout un tas de choses passionnantes, mais bon, je m'arrêterai là, et peut-être en disant que il y a une question qu'il faut qu'on se pose aussi, c'est la question de l'emploi. Parce que on réinventera pas un modèle d'emploi et de rapport au travail tout de suite.
Là, on a un vrai enjeu avec les relocalisations et la réindustrialisation du pays. Alors même si ça n'aura pas un effet aussi massif qu'on peut parfois le penser en lisant les journaux, parce que l'objectif n'est pas de relocaliser toutes les activités productives, c'est pas ça la perspective en matière d'autonomie stratégique. Mais c'est important aussi qu'on draine des relocalisations vers les territoires ruraux, parce que c'est aussi en ramenant de l'emploi qu'on ramène des services publics et qu'on réenclenche des dynamiques qui ne sont absolument pas exclusives de tout un tas d'autres types de développement, de retour de certaines populations à la ruralité, de développement massif du télétravail, etc. Mais pour nous, c'est aussi une question qu'on a vraiment en tête sur la remodification de la géographie industrielle du pays, en ayant à cœur lorsque l'on peut localiser des activités industrielles vers des territoires ruraux souvent désindustrialisés, essayer de le faire. Voilà. C'est tout pour moi. Voilà. Si vous avez quelques questions qui restent, on se tient à votre entière disposition et le ministre sera évidemment ravi de pouvoir lire les comptes rendus des échanges et d'intervenir à l'occasion d'une prochaine séance que vous organiserez. En tout cas, Madame Josse, merci pour vos propos et puis merci d'avoir participé à notre webinaire. C'est intéressant. Vous avez fait donc voilà, vous avez présenté toutes les différentes politiques de votre ministère envers la ruralité, les dispositifs qui sont mis. Effectivement, vous avez fait un tour d'horizon très large. On voit qu'ils sont nombreux. Vous avez tout à l'heure évoqué la question du numérique. Effectivement, dans l'enquête, on met en évidence que la problématique d'action numérique était moins importante qu'il y a 2 ans en arrière. Je dirais c'est presque normal parce qu'effectivement, je connais les efforts qui sont faits en ce moment de part de tous les différents opérateurs pour la couverture numérique. Donc, c'est vrai que c'est un secteur qui est en progrès. Mais malgré tout, on souligne quand même une problématique de ce côté-là. Je ne sais pas si, Jean-Baptiste, on a prévu des questions au moment où on en est pour l'instant ou si on Non, remet je ne sais plus. Alors, on s'était fixé, Dominique, on a déjà débordé d'une quinzaine de minutes, mais c'était très intéressant, donc on va être obligé on va terminer ici. De conclure. Avant de vous laisser faire les salutations, juste pour vous signaler qu'on était presque à un moment un peu plus de 200 connectés, donc c'est vraiment merci à tous. Et qu'on a aussi, avec la diffusion en direct sur les réseaux sociaux, on aura certainement eu encore un peu plus de participants. Certains regrettaient qu'on n'ait pas la liste totale, que tout le monde ne puisse pas y avoir accès, mais ça, c'est parce qu'on a dû séparer entre le panel des intervenants et les spectateurs pour pas qu'on ait des problèmes de micro, etc. Mais voilà, donc pour les aspects un peu plus techniques, et Dominique, je vous laisse saluer et fermer la session. Voilà, il ne me reste plus qu'à dire le mot de la fin, mais qui va être très rapide. Alors, encore un grand merci à Madame Joussaume, à Patrice, à Frédéric et puis à Madame Josse pour vos interventions. Un grand merci à vous d'avoir participé. Et puis un grand merci bien sûr à tous les participants. Comme tu as dit, Jean-Baptiste, plus de 200 au moment où on était connectés. C'est important. C'est vrai que le sujet est très important, c'est la ruralité. Donc, c'est un sujet on ne peut plus important, vous l'aurez compris. Et on a tous à cœur, bien sûr, de faire de gros efforts pour améliorer les conditions de vie et l'accueil de nouveaux concitoyens donc dans les territoires ruraux. Voilà, en tout cas, merci à vous tous. Vous savez que vous pouvez revoir le webinaire donc, sur les réseaux sociaux, le site Internet. Je vous invite à le faire si vous voulez retrouver les échanges qui ont été, c'est vrai à mon sens, et ça a été dans le chat, très fructueux. Voilà, en tout cas, merci à vous et bonne soirée à chacune et à chacun. Au revoir. Merci, bonsoir. Merci Dominique. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, au revoir. Mm-hmm.